beaucoup. D'abord, on va retourner à la députée de Mille-Îles. Pour 17 minutes, 57. Merci, Monsieur le Président. Donc, maintenant, je vais vous poser une question, Madame la ministre, sur les développeurs qualifiés. Vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, je veux comprendre le processus qui a mené à l'adoption, donc à l'acceptation de développeurs qualifiés. Les règles, dans le fond, le décret administratif venant confirmer les critères et dans le fond, le volet 4 là, qui a été attribué pour les développeurs qualifiés, a été déposé publié à la Gazette officielle le 28 mai 2025. Mais les premiers développeurs qualifiés ont été annoncés et publiés sur le site de la SHQ 6 mois plus tôt, en novembre 2024. Donc, je veux comprendre comment ça s'est opéré, la désignation de développeurs qualifiés en novembre 2024, compte tenu que les règles n'existaient toujours pas. Je n'ai malheureusement pas réponse à votre question. Alors, si vous voulez faire appel au PDG de la SHQ, il est là pour vous répondre. Oui, j'aimerais effectivement que le PDG de la SHQ nous réponde. Je ne sais pas s'il était là lui-même à l'époque. Je pense que c'était M. Foster. C'était... Merci. Est-ce qu'on a consentement pour... Consentement. Pouvez-vous nommer votre titre? Merci. Oui, Jean Martel, le PDG de la SHQ. Donc, effectivement, c'était juste au moment où je suis arrivé. Donc, le 30 août 2024, le gouvernement du Québec a annoncé la création d'une voie rapide pour permettre la construction massive et rapide de logements abordables partout au Québec. Ce nouveau modèle d'affaires consiste à soutenir financièrement des projets de logements abordables portés par des groupes de développeurs expérimentés reconnus par leur efficience et pour la Société d'habitation du Québec. Les 6 projets des 3 premiers développeurs qualifiés sont réalisés par des ententes de financement approuvées par décret. Le 7 mai 2025, les normes du programme d'habitation abordable de Québec, FAC, ont été modifiées afin notamment d'y ajouter un 4e volet visant les projets réalisés par les développeurs qualifiés destinés à des ménages à revenus faibles ou modestes, aînés autonomes et en légère perte d'autonomie, familles et étudiants. Évidemment, on profite aussi de l'expertise du privé à ce moment-là pour abaisser les coûts pour optimiser nos montages et comparer les projets entre eux. Oui. Donc, comment les premiers développeurs qualifiés le sont devenus? Est-ce qu'ils ont cogné à la porte ou c'est la SHQ qui les ont avisés? Parce que c'était pas connu, là. Il n'y avait pas eu d'appel à développeurs qualifiés, là, parce que moi, j'ai été contactée en mai 2025 par des groupes qui disaient « Pourquoi pas nous? » Donc, juste comprendre comment ça s'est opéré avant l'établissement des critères. Du moment que c'était connu, là, il y en a qui ont sûrement cogné à la porte, mais avant ça, est-ce que c'est eux qui ont cogné à la porte ou c'est la SHQ qui est allée les voir? Évidemment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'était lors de mon arrivée, ce serait peut-être plus mon prédécesseur, mais à ce moment-là, je pourrais moi aussi passer la parole à Jean-Pascal Bernier, qui était là à l'époque et qui pourrait répondre parfaitement à cette question. Oui. On aurait besoin du consentement. Consentement. Merci. Dans la Société d'habitation. Donc, l'initiative des développeurs qualifiés, elle a été faite comme un projet pilote au départ, donc en discutant avec les différents organismes pour voir comment on pouvait monter des portefeuilles de projets. On a établi une liste de critères. La liste de critères, on la retrouve aujourd'hui à l'intérieur du volet 4 du programme. Donc, c'était un peu les mêmes critères qu'on utilisait à l'époque, mais c'était pas normé. Donc, c'était un décret du gouvernement qui était adopté pour confirmer, dans le fond, le financement d'un projet. Donc, à l'époque, on a eu notamment là, Angus qui a été financé pour un portefeuille de 3 projets. Donc, avec cette initiative-là, par la suite, on a décidé de l'intégrer à l'intérieur du programme. C'est ce qui explique là, les 2 dates de mise en œuvre. Donc, pour comprendre, Angus avait des projets, puis c'est la SHQ qui a dit « Ah, vous pourriez devenir développeur qualifié » ou c'est l'inverse qui a dit « Nous, on aimerait l'être » On n'était pas les seuls à l'époque à réfléchir à l'idée d'un développeur qualifié. La SCHL a aussi développé ce concept-là de développeur qualifié. Eux, c'est pas tout à fait le même terme, mais c'est un peu la même logique. Donc, c'est de travailler avec des développeurs qui ont une grande expérience, qui ont déjà fait des projets. L'idée qui était derrière ça, c'était
professionnaliser la réalisation des projets, donc avoir des gens qui étaient plus structurés que ce qu'on avait peut-être pu connaître là, dans le cadre d'Axélogie notamment. Là. Là, vous avez parlé d'Angus, on connaît le nombre de projets qu'ils ont fait, mais il y a eu d'autres groupes comme Exim qui sont arrivés, mais qui n'avaient pas nécessairement une expertise dans les logements abordables ou contrairement à Angus. Comment, eux, c'est arrivé sur la table? Dans le fond, dans les critères pour sélectionner des développeurs qualifiés, il faut regarder on regarde la composition du conseil d'administration, des organismes, des développeurs pour pouvoir certifier de leur expertise, de leur expérience. Dans le cas d'Exim, c'était des promoteurs qui avaient déjà fait des projets, qui avaient déjà monté des projets. Ils se sont aussi associés avec l'Office de Québec pour ce projet-là. Mais on s'entend que des constructeurs qui ont de l'expérience pour construire des projets, il y en a beaucoup au Québec. Hein? On en a beaucoup, des constructeurs au Québec. Pourquoi Exim en particulier? Parce que c'est les seuls... Il y a 2 privés dans la liste actuelle seulement. Eux en font partie. Donc, c'est quand même étonnant. Les autres, ce sont des OBNL. Donc, pourquoi cette entreprise-là a été choisie comme dans le projet pilote, là? Bien, il y avait un projet qui était prêt à partir, qui répondait aux critères. Donc, c'est la façon dont ils ont été sélectionnés. OK. Madame la ministre, je vais peut-être revenir à vous, si ça vous va. Est-ce qu'il y a eu des demandes de développeurs qualifiés depuis qui n'ont pas été acceptées? Encore une fois, il va falloir que M. Bernier réponde. Je n'ai pas cette information-là. Okay, bon, on va aller à M. Bernier. Donc, oui, actuellement, maintenant que c'est intégré au programme, le volet 4 du programme permet les dépôts en continu. Donc, les organismes peuvent déposer en continu leurs projets, ce qui permet à la SHQ d'amorcer des discussions avec les promoteurs pour optimiser les montages financiers et les projets. Et lorsque les sommes sont disponibles, environ 3 fois par année, la SHQ sélectionne les meilleurs projets, dans le fond, qui se qualifient. Là, je parle de développeurs qualifiés, là. Oui. OK. Mais là, parce qu'un coup qu'on tombe développeur qualifié, c'est pas un projet, c'est le développeur qui est qualifié, là. La qualification s'obtient dans les normes, la façon que c'est fait. Dans la qualification s'obtient lorsque un premier projet est sélectionné par la SHQ. Donc, ça va selon les budgets disponibles. Donc, comme j'expliquais, 2-3 fois par année, on fait une sélection des projets selon l'argent disponible. Et à ce moment-là, c'est soit avec un développeur qui est déjà qualifié ou un développeur qui pourrait obtenir la qualification à ce moment-là. OK. Je reviens, Madame la ministre. J'aimerais vraiment que vous répondiez. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'on a mis en place une procédure pour accélérer certains projets. C'est une genre de voie rapide quand on tombe dans la catégorie développeur qualifié. Mais pourquoi ne pas simplifier davantage l'ensemble du système, faire en sorte que ce soit plus rapide pour tous les projets? Parce que là, finalement, on ne traite pas tous les projets sur le même pied d'égalité. Il y en a qui sont en fast track, puis il y en a qui ne le sont pas, parce qu'ils ont été reconnus par la SHQ. En fait, ce qu'il faut retenir sur les développeurs qualifiés, c'est que ce sont des développeurs qui ont un bilan solide, ils ont une expertise, comme vous le savez, de plus de 10 ans dans le développement, dans l'exploitation, dans la construction de projets en habitation. Alors, ils sont capables de livrer, ils sont capables de construire, sont capables d'exploiter. Donc, c'est des partenariats, dans le fond, là, qui ne remplacent pas l'action publique, là. Ils viennent la multiplier. Puis d'ailleurs, on est présentement à 1646 logements qui sont en réalisation grâce aux développeurs qualifiés. Oui, là-dessus, je pense qu'il y en a 1000 à Angus seulement. Précision. Des développeurs qui ont de l'expérience, qui sont capables de fonctionner, il y en a beaucoup. Mission Unité Aînée en fait partie, puis ils ne sont pas dans la liste des développeurs qualifiés. Des constructeurs qui font du logement, il y en a des dizaines qui sont qualifiés, qui font de très bons projets et ils ne sont pas dans la liste. Donc là, actuellement, on a une liste de 8. Là-dessus, une coopérative, quelques OBNL. C'est très limité. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à améliorer le système pour tout le monde plutôt? C'était la question que je vous posais. Mais c'est une bonne question, puisque je peux vous dire, on est en train de revoir présentement les différents volets du FAC et il est possible qu'on puisse apporter des modifications en continu et de revoir à ce que ça puisse améliorer globalement, si vous voulez, la façon de faire. Donc, je vous remercie pour votre commentaire. Est-ce que ces développeurs qualifiés-là vont recevoir des unités du 1000 unités, le petit 1000 unités qui a été annoncé dans le budget?
Écoutez, c'est possible. Vous parlez des 1000 unités abordables. Donc, le 209 millions qui a été ajouté, c'est de ces 1000 unités-là que vous parlez. Bon. Écoutez, c'est possible. Votre question est hypothétique. Je ne peux pas vous répondre un chiffre précis, mais je peux vous dire que ce serait possible. OK. Je vais aller ailleurs. Il y a eu un projet pilote de préfabriqué pour, en fait, des multilogements hautement préfabriqués. Un appel, dans le fond, ça a commencé à l'automne 2024 pour la conception-construction de 500 unités d'habitation. On en est rendu. On est rendu où avec ce projet? Bien, je vous dirais que présentement, il y a 14 projets qui totalisent plus de 400 unités qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce volet-là. Donc, il y a plusieurs qui sont en chantier actuellement. Puis évidemment, notre objectif, là, avec ce volet 3-là du FAC, c'était qu'on voulait pouvoir participer au développement du marché du hautement fabriqué. Alors, on peut se dire que notre objectif est atteint. Mais évidemment, vous savez que le préfabriqué, ça peut aussi être dans les autres volets du FAC. Je vais revenir. Vous dites que votre objectif a été atteint. Il y a eu un deuxième appel de projet qui s'est terminé le 14 novembre 2025. Les projets retenus, ça, devait être annoncé au cours des prochaines semaines. On est des mois plus tard. Qu'en est-il? Parce qu'il n'a pas été publié, le résultat de ce deuxième appel de projet. Effectivement, je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu des projets reçus? Je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu une analyse? On peut le prendre en délibéré, Madame la députée. On va vous revenir avec la réponse. Est-ce qu'il y a eu une analyse du premier appel de projet, puis les coûts moyens des projets? Je ne peux pas vous répondre non plus à ce niveau-là. Mais ça devrait être sur le tableau de bord de la SHQ, les projets. Vous dites qu'il y en a en construction. On devrait savoir les coûts de ces projets-là, s'ils sont en construction? Je ne peux pas vous répondre. Peut-être M. Martel pourrait vous répondre à ce niveau-là. Bien, écoutez, moi, on a repéré... Votre question est très pointue, Madame la députée, malheureusement. Oui, non, je comprends, mais on est en étude de crédit. Non, je comprends. Mais votre question demeure très pointue pour des appels qui ont été faits quand même récemment et qui sont encore en analyse. Bien, ça fait plus qu'un an, mais ceci dit, nous, en date jusqu'à maintenant, puis c'est ça, je me demandais si la SHQ avait des coûts différents, mais on arrive... Les projets qu'on a pu identifier avec des montants, parce que malheureusement, sur le tableau de bord, on ne trouve pas tout, on arrive à plus de presque 367 000 $ par unité pour le préfabriqué. C'est quand même assez élevé. Puis il y a des projets qui sortent à plus que ça, là. Ça, c'est une moyenne, là. C'est quand même préoccupant que dans du préfabriqué qui était supposé de coûter moins cher, ça finit par coûter aussi cher, sinon même plus cher. Est-ce qu'on a regardé pourquoi? Puis là, si la SHQ veut répondre, ça va, là? En fait, j'ai un élément de réponse là, sur votre question précédente. On me dit que ces 2 appels à projets, donc 10 sélectionnés lors du premier appel, 4 projets qui ont été sélectionnés lors du deuxième appel, et il y avait 10 projets qui avaient été reçus. OK, bien, est-ce qu'ils vont être publiés bientôt, le deuxième appel à projet, parce qu'il n'est pas publié sur le site, là. On n'a pas les résultats. Est-ce que vous souhaitez que M. Martel vous réponde? Bien, si la réponse peut être rapide, là. Écoutez, le deuxième appel à projet, je sais qu'on est en processus actuellement, donc là-dessus, mes équipes peuvent répondre. Peut-être Annie Grégoire pourrait répondre. Non, je m'excuse, mais à chaque fois, on perd beaucoup de secondes à faire changer de personnes qui répondent. Madame la députée, si vous voulez une réponse exacte, il faut demander à la bonne personne. C'est tout simplement ça. Bien, qu'on passe direct à la bonne personne. Annie Grégoire. Consentement. Merci. Consentement. Donc, effectivement, les projets ont été sélectionnés le mois dernier. Il y a eu il faut savoir que dans ce processus-là, c'est un processus en 2 étapes. Donc, il y a le choix de l'organisme qui est retenu et par la suite, il y a un maillage avec un développeur, un consortium. Et donc, le maillage avec les consortiums a été fait dans les dernières semaines. Ça devrait être publié éventuellement. Est-ce qu'on se préoccupe... Juste avant, est-ce que je peux vous demander de vous nommer avec votre titre, s'il vous plaît? Annie Grégoire, vice-présidente à la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme Grégoire. Lorsqu'on fait la SHQ fait le maillage, est-ce qu'il se préoccupe de la localisation des produits des manufacturiers? Oui, effectivement, c'est un des critères dans le maillage.
Donc, on essaie de trouver ceux qui sont le plus près du projet. Oui. OK. C'est pas les échos qu'on a. C'est pas les échos qu'on a. Donc, Ça fait partie on d'un verra la ensemble liste. de critères, Est-ce effectivement. que la liste des projets avec les concepteurs, dans le fond, va être diffusée? Parce que pour l'instant, on l'a séparément, mais on ne sait pas qui va construire quoi. Effectivement, mais c'est sûr que le processus dans SEAO est publié par rapport à ce qui était publié sur SEAO. Dans notre tableau de bord, on aura les autres données. Puis est-ce qu'on sait est-ce qu'on a regardé les coûts moyens des projets? Effectivement, au niveau des coûts moyens, il faut savoir qu'on construit de la petite typologie en région, donc on peut difficilement comparer ces coûts-là par rapport à ce qui se construit à gros volume en ville. Mais ça fait partie du projet pilote de ce volet-là, de travailler et d'analyser les coûts. Oui, bien, il y a Laval, Lévis, Montréal dans la liste, là, donc c'est pas juste des petits villages, là. On a quand même des grandes villes. Quand on voit que dans les concepteurs, on a Pomerleau, c'est un exemple, Magil, on est dans des très grandes entreprises, là. Pomerleau sont habitués de faire des très gros projets. Ils ont fait de la Place Belle à Laval. C'est de cet ordre-là. Mais comment on peut, dans le fond, on leur attribue seulement 36 unités? Tu sais, l'économie d'échelle, elle s'obtient s'il y a beaucoup plus d'unités. Puis c'est ce qu'on nous a dit. On est déçus. Très peu d'unités par constructeur. Et finalement, bien, il n'y en a pas d'économie d'échelle. Globalement, il faut savoir que cette initiative-là, elle a été mise en place pour mobiliser une industrie parce que il y avait un enjeu majeur de l'intégration du préfabriqué avec les constructeurs traditionnels. Au niveau aussi des professionnels de la construction, c'est quelque chose qui n'était pas intégré. Donc, cette initiative-là, elle vise à intégrer des pratiques de construction et des nouveaux modes de contrat aussi pour faciliter l'intégration et à terme l'intégration de la préfabrication dans la construction pour amener des économies. Donc, effectivement, sur les premiers projets, c'est pas là qu'on va voir les plus grandes économies, mais le but étant de sensibiliser la construction et éventuellement de donner des volumes de projets. On le voit déjà dans le reste des volets du FAC où là, ces constructeurs-là commencent à développer des portefeuilles de projets conjoints et autres qui vont être développés sur des plus grandes volumétries a priori. Oh, ils étaient déjà prêts à construire ce genre de projet-là. C'est pas le projet pilote qui va les avoir amenés à faire des multilogements. Ils en faisaient déjà. Ça semble juste avoir coûté très, très cher parce que les plans, la mise en place de toute la procédure pour finalement accoucher d'une souris, c'est sûr que ces groupes-là, ils sont prêts ils peuvent en sortir aux 3 jours des multilogements. Ils sont capables. Mais maintenant, ça leur prend des unités. Puis là, actuellement, s'ils n'en ont pas des unités. Donc, voilà. Moi, je pense que mon temps est écoulé, M. le Président. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous cédons la parole à Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais revenir sur les FAC. Donc, on dit que le dernier budget, il y a eu 10 000 logements qui vont être principalement financés via les FAC. Les volets 1 du programme FAC, Madame la Ministre, destiné aux ménages à revenus modiques ou modestes, n'a pas eu d'appel depuis 2003 et ces ménages sont très fortement impactés par la hausse des loyers. Est-ce que vous entendez réouvrir les volets 1 du FAC et combien d'unités allez-vous construire via ces volets-là? On analyse présentement, Monsieur le député, différents scénarios afin d'orienter les prochaines étapes. Évidemment, vous savez qu'on a conclu, j'en ai parlé tout à l'heure, une entente importante avec Maison Canada. Alors, c'est ce qui fait qu'on est en train d'analyser le tout ensemble, de concert avec Maison Canada. Mais évidemment, on a l'intention de réouvrir éventuellement. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas informer le milieu ou les mal logés du Québec là, que vous entendez ouvrir les FAC, ça va s'en venir un jour. Bien, j'aimerais bien que ça arrive dans un avenir rapproché. Quand je pourrai vous donner une date, soyez assurés que je vous appellerai personnellement pour vous le dire. Je vous en remercie. Et qu'est-ce qui empêche l'ouverture du volet 1 du FAC, Madame la Ministre? Bien, c'est pas qu'il y a quelque chose qui empêche comme tel, c'est qu'on est en analyse présentement. Évidemment, Maison Canada nous donne une opportunité très intéressante. Ça peut nous permettre de multiplier encore plus un grand nombre de logements. Donc, on est en train d'évaluer le tout. C'est pas qu'il y a des freins, c'est qu'on est en analyse, tout simplement.
Concernant Maison Canada, puisque vous touchez le sujet, Madame la Ministre, ce qu'on entend dire, c'est que Maison Canada agit de son côté, avec peu de concertation avec les Québécois, et que finalement, le Québec n'a pas véritablement une emprise ou décider des orientations de ces projets-là. Est-ce qu'on est en train d'échapper aux orientations québécoises d'importantes sommes destinées à l'habitation? Bien, écoutez, c'est pas du tout l'expérience que j'ai avec le volet Maison Canada depuis mon arrivée, et c'est pas l'expérience de la SHQ dans les mois qui ont précédé, là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, comme je le disais à mon adjointe parlementaire en réponse à sa question, on a signé un protocole d'entente le 21 janvier dernier. Donc, on a été la première province à signer un tel protocole d'entente. Ça a été salué par le milieu et on travaille depuis de concert avec le fédéral. Donc, la fameuse table de collaboration Québec-Canada, il y a des rencontres sur une base régulière. La SHQ y est présente. On est en mesure de faire valoir les priorités québécoises. On est en mesure de donner aussi une priorité aux différents projets. Alors, au contraire, le travail se fait de concert entre les deux paliers de gouvernement et je suis très enthousiaste pour la suite des choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est les montants disposés par Maison Canada ne sont pas attribués au Québec. C'est dépensé de façon complètement autonome par le fédéral, via peut-être une concertation, mais sans plus. Là. C'est un montant global de 13 milliards à la grandeur du Canada. Effectivement, il n'y a pas un chiffre qui est tagué, si vous voulez, pour le Québec, mais en déposant les projets, comme je le disais tout à l'heure, le Québec est la province qui est la plus dynamique jusqu'à maintenant. On a l'intention d'aller chercher notre juste part et on travaille en conséquence avec le dépôt des projets. Comme vous savez, il y a déjà un premier 100 millions qui a été annoncé et on continue le travail et on va être en mesure de pouvoir multiplier la capacité d'avoir des logements sur le terrain. Donc, on continue le travail avec Maison Canada. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et je remercie aussi mon homologue, Gregory Robertson, avec lequel les conversations et les échanges et les travaux sont fluides. Alors, je pense qu'on est dans la bonne voie. Très bien, Madame. Donc, il s'agit non seulement de construire des logements, mais aussi de protéger les locataires dans le marché locatif existant. Et il y a des abus, vous n'êtes pas sans le savoir, et à différents titres. Et en théorie, on prévoit, la loi sur le tribunal administratif du logement prévoit des amendes, discrimination au loyer, perception de loyer illégal, logement impropre, visite illégale du logement, reprise ou éviction frauduleuse, et on a déjà augmenté les dommages et intérêts punitifs, même dans d'autres projets de loi présentés par votre gouvernement. Est-ce qu'on sait que c'est un grand nombre de ces amendes-là sont sous la responsabilité du DPCP? Est-ce que vous avez des chiffres concernant les taux de recouvrement de ces amendes-là qui ont été appliquées décidées par l'État et appliquées par les DPCP? Bien, vous savez qu'effectivement, le projet de loi 31 a introduit la notion de dommages-intérêts punitifs dans le cadre de 2 occasions. Donc, condamner un propriétaire qui ne remplit pas ou qui omet de remplir la clause G. Donc, ça a été quelque chose d'important qu'on a fait. Également, lorsqu'un logement peut être devenu impropre à son utilisation pour la santé des locataires. Donc, évidemment, il y a cette notion-là. Il faut, le tribunal administratif du logement, comme vous le savez, a la compétence pour condamner une partie à un bail à des dommages-intérêts punitifs. Il faut en faire la demande, évidemment, il faut en faire la preuve. Et, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des sanctions pénales, les sanctions relèvent du ministère de la Justice. Maintenant, moi, je n'ai pas de chiffres comme ça ici devant moi. Par contre, on a le bonheur d'avoir avec nous M. Simard, qui est à la tête du tribunal administratif du logement. Si vous voulez qu'il réponde à votre question, il peut le faire. Maître Simard, pardon. Maître Simard, n'est-ce pas? Consentement, vous pouvez... consentement, merci. Et vous nommez et votre titre. Merci. Merci, M. le Président. Alors, Patrick Simard, président du tribunal administratif du logement. Alors, comme vous le disiez, comme vous le dites, M. le député, effectivement, il y a des amendes qui ont été haussées dans le cadre du projet de loi 31 notamment. Mais tout ce système pénal repose entièrement sur le DPCP
et le ministère de la Justice. Bien que les amendes soient contenues dans la loi sur le terre, le système repose entièrement sur une autre entité que le tribunal. Vous êtes au courant, M. Simard, si le ministère de la Justice a appliqué les amendes décidées par l'État. Et peut-être au préalable, est-ce que vous avez une comptabilité de combien d'amendes et pour quel montant l'État a imposé des amendes? Comme je vous disais, le TAL ne peut pas imposer d'amende. Ça repose entièrement sur les tribunaux judiciaires. Très bien. Et uniquement avec l'initiative du DPCP pour entamer ces démarches-là. Donc, je n'ai pas ces informations-là. Ce n'est pas des informations que détient mon organisation du tout. Mais je vous dirais qu'à ma connaissance, j'en ai pas trouvé une. OK. Donc, est-ce qu'on doit en conclure que l'augmentation des punitions, des dommages et intérêts punitifs, n'ont pas eu l'effet escompté sur les situations d'abus? Madame la ministre. Bien, pas du tout. Je veux dire, on n'a pas les données. Si vous voulez, Monsieur le député, on peut demander au ministère de la Justice et puis vous fournir l'information. On peut prendre la question en délibéré, mais on ne peut pas présumer ce que vous êtes en train de dire. Oui, ce serait fort utile si on pouvait avoir cette information, parce qu'on a longtemps légiféré sur ces éléments-là, nous disant que ça allait corriger un certain nombre d'abus, mais d'après ce que j'entends, au mieux, on ne le sait pas, au pire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est comme avoir donné un coup d'épée dans l'eau. Je voudrais revenir, d'autre part, Madame la Ministre, sur un jugement du tribunal administratif du logement qui a invalidé une clause générale d'interdiction des animaux de compagnie. Sous prétexte que ce genre de clause contrevenait fondamentalement à la liberté et à la vie privée des locataires et qu'elle était donc déraisonnable et abusive. Donc, n'oublions pas, Madame la Ministre, 52% des ménages incluent un chat ou un chien, un animal de compagnie, mais 83% des propriétaires au Québec refusent les animaux, imposent des conditions restrictives. Considérant les tout, Madame la Ministre, comment justifiez-vous l'entêtement de votre gouvernement à continuer à interdire les clauses empêchant la possession d'animaux de compagnie pour les locataires? Bien, la première chose qu'il faut dire, Monsieur le député, c'est que vous savez très bien que cette cause-là, c'est une cause en soi et il y a des faits particuliers au dossier, des éléments de preuve qui ont été déposés en conséquence. Et comme tout jugement qui est rendu par tout tribunal, c'est un jugement qui n'est valide qu'entre les personnes qui sont impliquées. Donc, ce n'est pas un principe général. Donc, dans ce cas-là, on comprend que le locataire demandait la résiliation du bail au motif que le locataire contrevenait à la clause de son bail interdisant les animaux et que le locataire, de son côté, lui demandait que la clause prévoyant l'interdiction d'avoir des animaux soit invalidée au motif qu'elle contrevenait à la Charte québécoise des droits et libertés et qu'elle constituait, là, pour cette personne, une clause déraisonnable et abusive. Donc, ça, c'est les faits du dossier. Vous savez qu'il y a un jugement, évidemment, on en parle, le jugement a été rendu, mais vous savez aussi que le jugement, maintenant, il y a eu une demande d'en appeler de ce jugement-là, donc on est en contrôle judiciaire, on suit le dossier de près, on verra ce qui va arriver pour la suite des choses, mais sinon, ce qu'on peut vous dire, c'est que la règle de base entre les parties, c'est le bail, et le propriétaire et le locataire peuvent s'entendre autrement que ce qui est prévu dans le bail. Si, par exemple, le bail ne prévoit pas la présence des animaux, le propriétaire et le locataire peuvent en discuter ensemble, peuvent convenir autrement. Les locataires aussi peuvent s'adresser au tribunal administratif du logement s'ils se considèrent lésés. Puis vous savez aussi que, autant au niveau du bail devant le TAL, mais aussi devant la Commission des droits de la personne, si une personne se voit refuser un logement, si vous me permettez juste de finir ma phrase, quand on a des cas de zoothérapie ou encore pour pallier à un handicap, vous savez que ça, c'est protégé par la Charte des droits. Donc, ça doit être un médecin. Il faut un médecin pour qu'un locataire ait le droit d'avoir un animal de compagnie. Moi, ce que je veux savoir, là, si vous allez continuer à interdire la possession d'animaux de compagnie dans les bords du Québec.
Bien, vous savez qu'en avril 2013, donc ça fait déjà un certain temps de ça, la Commission de la santé et des services sociaux s'était prononcée justement sur cette question-là et sur, entre autres, les chiens d'assistance. Et la Commission avait conclu à ce moment-là qu'une nouvelle législation n'était pas nécessaire puisque la Charte des droits et libertés faisait le travail. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame la ministre? Moi, je veux connaître votre avis, pas les résultats d'un comité il y a une dizaine d'années. Votre avis, est-ce qu'il faut lever les interdictions concernant les animaux de compagnie dans les baux locatifs? Bien, écoutez, on est devant deux courants jurisprudentiels. On est d'accord là-dessus? Est écoulé. Alors, merci à vous. Maintenant, la parole est à la députée de Mille-Îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toujours pour 17 minutes 57. Ah, parfait. Excellent. Merci. Madame la ministre, l'accès à la propriété, si vous l'avez mentionné au début, ça a été la première mesure que la nouvelle première ministre a annoncée. Je dois rappeler tout de même que c'est sous le gouvernement actuel qu'il y a eu un recul pour la première fois de l'accès à la propriété en 50 ans. Donc, c'est préoccupant. Donc, cette première mesure-là qui a été annoncée, en fait, la seule mesure qui a été annoncée, est une mesure, donc, de remboursement de la taxe, en fait, les droits de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Est-ce qu'il y a eu des études pour démontrer le besoin et les risques d'une telle mesure? Mais Madame la députée, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est un recul. Parce que vous, de votre côté, ce que vous proposez, en fait, c'est pour les maisons jusqu'à 500 000 $. Nous, on propose pour les maisons jusqu'à 1 million. Et en plus, vous êtes sur le neuf. Puis quand je dis vous, évidemment, là, je parle de votre chef, M. Milliard, et du Parti libéral, mais vous êtes sur des propriétés neuves, alors que nous, on est aussi sur le marché existant. Oui. Et comme vous savez, les nouveaux acheteurs ne sont pas nécessairement en mesure de s'acheter du neuf. Ils vont aller sur toutes les possibilités du marché et le fameux remboursement de la taxe de bienvenue, ça va permettre d'aider 38 000 ménages. Et incidemment, les 38 000 ménages, bien évidemment, des gens qui vont être en mesure de s'acheter une propriété, c'est des gens qui possiblement vont avoir quitté des logements et seront, à ce moment-là, ça fera d'autres logements qui vont être libérés pour des gens qui ont besoin des logements. Je parle de recul parce que les chiffres, statistiquement, pour la première fois en 50 ans, le taux de propriété a reculé au Québec. Donc, c'est pas le Parti libéral, c'est sous le gouvernement de la CAQ. C'est pas la CAQ non plus. La première fois, le taux de propriété a diminué. Donc, c'est de ça que je parlais. Ceci dit, quand je parlais, je demandais s'il y avait eu une analyse. J'ai pas eu de réponse. S'il y a eu une analyse, je peux peut-être vous lire ce que le ministre des Finances disait en 2022 à propos de cette mesure. Il disait que ça créerait un surplus de demande par rapport à l'offre. Que la mesure stimulerait la demande, ce qui ne fait aucun sens alors qu'il faut stimuler l'offre. Est-ce que vous partagez l'avis du ministre des Finances de 2022? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les aides publiques à l'accession à la propriété, elles sont calibrées de manière à ne pas créer de surchauffe immobilière. Donc, dans ce cas-ci, là, le fameux crédit d'impôt pour les premiers acheteurs, qui peut atteindre jusqu'à 8 444 $. Vous savez que ça s'applique sur les premières maisons à partir du 1er janvier 2026. Et évidemment, il y a une certaine déclinaison. Là, quand c'est une résidence d'environ 460 000, le remboursement peut atteindre 5 000 $. Quand c'est dans le cadre d'une maison de 750 000, la somme récupérée peut atteindre jusqu'à 5 875 $. Donc, évidemment, là, en moyenne, on parle de 3 700 par ménage. Donc, puis à ça se rajoutent les autres choses que vous connaissez déjà, d'autres mesures fiscales, là, de ça qu'on parle le CELIAP et le RAP. Je vais poser la question. Quand on parle, justement, vous l'avez mentionné, là, que la mesure s'applique jusqu'aux propriétés qui peuvent aller jusqu'à 1 million de $. Je veux comprendre, si quelqu'un s'achète une première propriété qui vaut 1 million de $, est-ce que cette personne-là a le besoin de se faire rembourser la taxe ou les droits de mutation?
à 1 million de dollars. On s'entend que pour se qualifier, pour s'acheter une maison de 1 million de dollars, il faut avoir un revenu extrêmement élevé, plus élevé que vous et moi, là, que notre salaire. Est-ce que cette personne-là a besoin d'un remboursement de la taxe des droits de mutation? Bien, vous savez que présentement, sur Montréal, une propriété unifamiliale humble, si on peut dire ça comme ça, ou modeste, c'est aux alentours de 550 000 $. Là. Donc, évidemment, on ne peut pas présumer des situations de tous et chacun. Il y a aussi des gens qui peuvent acheter des propriétés pour, si vous voulez, comme on dit, des blocs intergénérationnels. Donc, la possibilité est là. Nous, on le permet jusqu'à 1 million. Le Parti libéral le permet jusqu'à 500 000. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a plus de gens qui peuvent avoir accès à la mesure. Puis, en plus aussi, ce que je trouve dommage, c'est que M. Milliard dit que s'il prenait le pouvoir, il annulerait cette mesure qui a déjà été mise en place. Donc, c'est déjà un service et un droit auquel les gens peuvent avoir. M. Milliard le ferait disparaître. C'est malheureux. Oui, je vous rappellerai qu'on est en étude de crédit de vos annonces, mais ceci dit, l'an prochain, si vous êtes dans l'opposition, vous aurez l'occasion de nous poser des questions sur les mesures qu'on annoncera rendues après l'élection. Mais je reviens, je veux juste préciser que la mesure que nous avons annoncée, elle s'applique aussi au Plex et il n'y a pas la limite de 500 000 pour les Plex. Ça va au-delà de ça. C'est jusqu'à 10 000 $ par Plex ou par unité d'un Plex. Donc, je souligne, ça peut aller jusqu'à 30 000 $. Donc, si c'est un triplex... On vous entendra en parler durant la campagne électorale. Bien, on l'a déjà annoncé. C'est déjà, vous pouvez aller voir, les articles sont déjà sortis. Mais je le répète, est-ce qu'à 1 million de dollars, quelqu'un a vraiment besoin de se faire rembourser? Oui, à Montréal, ça coûte plus cher acheter une propriété. Je le sais, je suis propriétaire à Laval, je le sais. Les prix ont énormément monté. Je ne suis pas sûre, je ne sais même pas si j'aurais les moyens de racheter ma propre maison, mais c'est quand même une réalité que pour se qualifier pour un prêt, pour acheter une telle propriété, je pense pas qu'on a besoin de 5 000 $. Là. Contrairement à d'autres ménages qui, oui, en ont besoin, notamment les locataires. Bien, vous savez que ça peut faire une différence, c'est le remboursement de la taxe des bienvenus. Ça peut faire la différence entre des gens qui sont capables d'acheter ou pas une propriété. Oui. Vous savez, ce qui ferait une différence, c'est de soutenir justement ces ménages-là qui essaient de devenir propriétaires, les moins nantis, évidemment, à devenir propriétaires en les aidant à soutenir la mise de fonds. Et l'actuel ministre de l'Économie, pendant la course à la chefferie, a proposé un programme de mise de fonds qui n'était pas parfait, mais qui avait au moins l'avantage de proposer quelque chose pour amener justement les jeunes ménages, les premiers ménages, à devenir propriétaires au lieu de rester locataires. Est-ce que c'est une mesure que vous envisagez encore? Le fait de proposer un programme de mise de fonds pour les premiers acheteurs? Je n'ai pas de réponse pour vous présentement, Madame la députée. OK. Parce que c'était un programme, comme je dis, qui avait quand même le bénéfice que l'État avançait la mise de fonds, mais se remboursait lors de la revente. Dans les modalités, il y aurait peut-être des choses à modifier, mais ça ressemblait sensiblement à une proposition que j'ai faite il y a 2 ans, justement, puis que plusieurs groupes en habitation demandent depuis plusieurs années aussi, et qui semble-t-il, selon plusieurs experts, serait plus efficace que le remboursement de la taxe de bienvenue et qui aurait le bénéfice de rien coûter à l'État. Alors, si vous voulez, lorsqu'on aura une première rencontre de travail, vous et moi, on pourra en discuter. Si vous êtes ouverte à ce qu'on puisse regarder ça dès maintenant, à moins que vous vouliez garder ça plutôt pour la campagne électorale et la suite des choses. Non, le plus tôt, le mieux, parce que les gens ont besoin... C'est ce que je pense également. On a besoin de stimuler la demande. On a besoin de stimuler l'offre, pas la demande nécessairement. Comme on dit depuis le début, tout le monde doit y travailler collectivement. Exact. Et là, parlons de l'offre. Donc, les mesures fiscales, la taxe de vente, en fait, la taxe fédérale a été retirée pour les propriétés neuves. C'est une demande de longue date de l'industrie de la construction. Est-ce que ça a été analysé dans les bouquets de mesures? Ça fait des années que j'ai ces échanges-là avec le ministre des Finances, en passant. Mais ça reste qu'à chaque fois que le fédéral ramène ces mesures-là, la question se pose pourquoi le Québec ne suit pas, alors que l'Ontario l'a fait.
Bien, écoutez, ce que je peux vous dire présentement, c'est que le remboursement partiel de la TVQ sur les maisons neuves est déjà là pour tous. Donc, c'est une mesure qui est effective depuis longtemps. Oui, mais le seuil n'a pas jamais été ajusté. Là. Vous l'avez dit tout à l'heure, les maisons, la moyenne, elle est beaucoup plus élevée que le seuil maximal. Alors, personne à peu près n'a accès à ce remboursement de TVQ. Là. D'ailleurs, on le voit, là, c'est une mesure qui ne coûte plus rien à l'État parce qu'il n'y a plus de demande, parce que plus personne ne se qualifie. Là. On est en travail là-dessus, Madame la députée. Je n'ai pas de réponse pour vous aujourd'hui. OK. Donc, OK, on va revenir, mais je vais vous donner peut-être un chiffre qui pourrait vous motiver. Le remboursement de la taxe, on estime, puis ça, c'est un constructeur là, qui disait ça dans un article, là, que ça pourrait réduire les loyers de 200 à 300 $ par mois. C'est quand même important en réduisant la taxe. Puis, je rappellerai ce que j'ai dit à vos prédécesseurs. En Outaouais, c'est un enjeu. Quand l'Ontario enlève la taxe, le fédéral enlève la taxe, mais le Québec garde sa taxe, ça coûte 10 % plus cher de construire au Québec qu'à l'autre côté de la rivière, à Ottawa. Donc, à un moment donné, on désavantage notre propre province. Donc, je voulais juste vous le mentionner. Je vais aller ailleurs. Les thermopompes, vous avez annoncé cette semaine, pas cette semaine, je pense que c'était plutôt la semaine passée, un programme pour installer justement des thermopompes dans les logements locatifs. C'est quand même 350 millions $, mais en parallèle, on a des programmes qui permettaient de rénover l'enveloppe du bâtiment, des programmes n'ont pas été réhabilités. Je pense à Rénovation Québec, qui avait Rénovair dans le passé. Je pourrais parler de Mérule Pleureuse aussi, puis je viendrai, mais... Donc là, on va financer pour 350 millions $ de thermopompes pour des bâtiments, pas certains, là, sont des passoires énergétiques. Fait ça ne sert absolument à rien de payer des thermopompes si on ne touche pas à l'enveloppe du bâtiment. Donc, qu'en est-il donc de ces programmes-là qui permettraient de rénover l'enveloppe du bâtiment, qui existaient avant, mais qui ont été arrêtés? Bien, comme vous le savez, cette mesure-là, au niveau des thermopompes pour les locataires, c'est une mesure qui a été annoncée par ma collègue, la ministre de l'Environnement. Donc, c'est sous un programme qui s'appelle Subvention Logis. Donc, ça permet aux propriétaires, finalement, de pouvoir couvrir 55 % des coûts d'achat et d'installation. Et la bonne chose, c'est qu'il y a jusqu'à 120 000 ménages qui pourront en bénéficier. C'est une économie moyenne d'environ 20 % sur la facture, donc une facture annuelle, on parle de 250 $ de moins. Et comme vous le savez aussi, les thermopompes vont fournir jusqu'à 3 fois plus de chaleur. Donc, c'est une mesure qui est à la fois bonne pour les propriétaires, bonne pour les locataires, bonne pour l'environnement. Et alors, écoutez, ça n'émane pas de notre ministère, ça émane du ministère de l'Environnement, avec qui on travaille en collaboration, puis bien sûr aussi Hydro-Québec, puisqu'Hydro-Québec est à l'avant-plan aussi de cette mesure. Oui. Est-ce que, je m'excuse, oui, ça a été annoncé par la ministre de l'Environnement, puis j'aurai l'occasion de lui en parler demain, mais vous avez été conseillère municipale dans le passé à Montréal. Je suis certaine que vous en avez vu des bâtiments qui étaient des passoires énergétiques. Si on ne corrige pas l'enveloppe du bâtiment, est-ce qu'on est d'accord qu'on va chauffer le dehors avec une thermopompe? Alors, ça va chauffer plus fort, mais on va chauffer le dehors plus fort. J'entends votre commentaire. Avez-vous une question? Bien, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faudrait aussi Je suis d'accord. travailler J'ai été sur conseillère l'enveloppe? municipale comme vous, effectivement. Je pense qu'on a les deux ce passé-là ensemble. Vous avez été conseillère à Laval, j'ai été conseillère à Montréal. Donc, on a vu toutes sortes de choses sur le terrain. Mais j'attends votre question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut aussi travailler sur l'enveloppe du bâtiment? Bien, c'est sûr que de manière générale, il faut travailler sur les enveloppes de documents. Comme je l'ai dit au départ, on travaille sur 3 plans en même temps. On agit sur l'offre, on agit aussi sur la rénovation du parc immobilier. Comme vous le savez, cette année, il y a 780 millions qu'on met dans la réfection de nos HLM. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler sur les enveloppes des bâtiments. Ça va de soi. Oui, moi, je parlais des bâtiments privés, mais oui, j'y reviendrai sur le programme de rénovation des HLM dans le bloc suivant. Mais il y a une réalité actuellement que les programmes qui permettaient de rénover les enveloppes de bâtiments ont été arrêtés par votre gouvernement.
et ils n'ont pas été réouverts. Donc, je parlais de Rénovation Québec notamment. Lorsque j'ai eu des échanges l'an dernier avec la ministre, en tout cas, la 4e précédente ministre, elle disait qu'il y aurait peut-être une analyse, qu'on voulait le revoir, mais qu'il devrait réouvrir. Depuis, c'est rien passé, on n'a plus entendu parler. Qu'est-ce qui arrive avec Rénovation Québec? Effectivement, le programme n'a pas bénéficié de nouveaux crédits dans le dernier budget, donc il a été suspendu en 2025-2026. Par contre, il demeure actif pour les municipalités de maintenir leur propre programme. Ça leur permet à ce moment-là de venir en aide aux citoyens là, selon les priorités. Alors, au moment où on se parle, c'est ça la situation. Par contre, vous savez que le programme Réno-Région a été réactivé. Donc, c'est un programme qui, en fait, dans la mise à jour économique, il y a 29,5 millions qui ont été mis pour hausser pendant 4 ans. Et également, dans le budget 2026-2027, c'est 5,9 millions qui a été ajouté pour poursuivre Réno-Région. Je pense que c'est un programme qui est important pour la vitalité des territoires ruraux, parce que finalement, ça permet aux propriétaires occupants de pouvoir s'occuper de leurs bâtiments qui, souvent, là, sont dans ça requiert des travaux majeurs et ils peuvent investir quand même des sommes considérables, qui jusqu'à 25 000 $, comme vous le savez. Donc, c'est un programme qui est très, très, très apprécié. Comme vous le savez, justement, on a reçu des lettres pour le réouvrir. C'est pourquoi le programme a été réouvert. Et jusqu'à maintenant, il y a eu 4 281 dossiers, donc 74,2 millions qui ont été mis dans le programme Réno-Région. Alors, présentement, c'est ce qu'on utilise comme programme. Réno-Région, je rappelle qu'il se limite à des bâtiments de 200, je crois, 25 000 $ de valeur, donc très faible coût. Rénovation Québec s'adresse à d'autres types de bâtiments. Je vais vous parler de la mérule pleureuse. Est-ce que vous connaissez le dossier? Est-ce qu'on vous a... Ben oui, le fameux champignon. Oui, exactement. Champignon de bois. Le fameux champignon. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et le programme, on m'a dit au début, il n'y a pas de demande parce que les critères, on les a resserrés. Par la suite, on m'a dit, vu qu'il n'y a pas de demande, on ferme le programme. Puis après ça, on m'a dit, s'il y a des demandes, ils ont juste à appeler à la SHQ pour dire qu'ils veulent réouvrir le programme. Les gens qui ont appelé se sont fait dire par la SHQ qu'il n'y avait pas de programme, donc ils ne prenaient pas les appels, ils ne prenaient pas les messages. Et là, aujourd'hui, on nous dit, finalement, vu qu'il n'y a pas de demande, on ne réouvrira pas le programme, mais on ne prend pas les demandes. Donc, je veux juste comprendre comment on décide que le programme n'a plus de besoin quand, dans les faits, on ne prend pas les demandes. Et c'est pas parce que le champignon est disparu, là. Il n'est pas disparu, il continue à faire des dommages. Je vais aller visiter une dame qui a été obligée d'abandonner son bâtiment. Et c'est une maison de moins dans notre inventaire qui devra être démolie, malheureusement. La dame l'abandonne tout simplement parce qu'il n'y a plus de programme. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Le programme a été mis en place à l'époque par le Parti libéral du Québec, mais, comme je vous dis, il a été resserré tellement que, finalement, plus personne ne se qualifiait. Donc, moi, je voudrais peut-être vous entendre si vous avez été sensibilisé à ce dossier-là, puis que vous connaissez le champignon. Qu'est-ce que vous pensez, donc, de la fermeture du programme, puis d'abandonner, finalement, les citoyens à leur sort, là? Effectivement, on a été sensibilisés au dossier. C'est un champignon qui est dévastateur là, pour les maisons. Et on soutient, vous savez que la SHQ soutient l'organisme Mérule pleureuse depuis sa création, justement pour contribuer à la sensibilisation puis à la prévention. Donc, on continue d'être en lien avec Mérule pleureuse. Et puis, si vous me permettez, c'est sûr que vous avez raconté l'histoire d'une certaine façon avec un narratif qui est à vous. Merci. Alors, le temps est terminé. Nous allons du côté de la députée de Terrebonne. Vous avez 11 minutes 40. Monsieur le Président, bonjour, chers collègues, Madame la ministre. Je vais continuer sur cette lancée-là des programmes qui ont été suspendus parce qu'il y en a 7, en fait, que j'ai dénombrés qui ont été suspendus, qui ne recevront aucun financement là, en 2025-2026. Le premier, l'initiative de développement durable, d'entraide et de mobilisation en HLM. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas eu d'argent là-dedans, puis pourquoi vous avez décidé de ne pas mettre d'argent là-dedans? Je vais devoir référer votre question au PDG de la SAQ, si vous le voulez bien. Bien sûr. Est-ce qu'il a déjà été parlé? Oui,
Moi, je vais passer la parole. Jean Martel, PDG SHQ. Question très précise. Je vais passer la parole à Annie Grégoire, à l'opération vice-présidente. Bonjour. Ce ne sera pas long, je vais avoir l'information. Je peux continuer parce que j'en ai 7. Fait que je vais nommer les 7, puis vous me direz. Donc, il y a celui-là. Programme Axélogie, évidemment, il y avait eu des sous en 2024-2025, il n'y en a pas en 2025-2026. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Le programme d'amélioration des maisons d'hébergement. Individuellement, parce que vous en avez 7, je ne peux pas vous garantir que je vais me souvenir des 7 d'un coup. Là. Parfait, allez-y, Axélogie. OK, donc, parfait. Premièrement, je vais vous saluer, Madame la députée. On n'a pas eu la chance d'échanger. Alors, salutations à vous. Merci d'être ici aujourd'hui. Le programme Axélogie, comme vous le savez, quand on est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait 15 000 unités qui étaient en attente, qui étaient bloquées de financement. Et on s'est occupé de ces unités-là. Ce que je répondais à votre collègue précédemment en début des crédits, c'est qu'il y a eu 10 506 unités qui ont été construites. De l'arrérage de 15 000, il y en a 2010 qui sont en réalisation et en chantier présentement. Et il y en a eu 3 195 qui ont été redirigés vers d'autres programmes, dont, entre autres, le FAC, qui a été créé en 2022, programme qui est davantage fluide, davantage agile. Donc, on est rendu avec le FAC. Donc, on est rendu à la fin d'Axélogie, c'est terminé. Exactement. Le programme d'amélioration des maisons d'hébergement pour victimes de violences familiales. Donc, il n'y a pas d'argent qui est prévu pour pouvoir entretenir ces maisons-là. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Alors, on va référer encore une fois à Mme Grégoire, qui fait signe de la tête, qui va pouvoir répondre à vous. Ensuite de ça, le programme pour les résidences endommagées par la pyrotite. Ça non plus. Okay. Mme Grégoire. Bon, Rénovation Québec, on en a parlé, c'est bon. Programme d'intervention résidentielle pour la Mérule, on en a parlé, c'est bon. Et finalement, le programme pour les petits établissements accessibles. Mais on n'avait pas fini sur la Mérule, par contre, parce que votre collègue de l'opposition mettait une certaine narrative à ça. Mais moi, ce que j'aurais aimé vous dire, c'est qu'il y a eu 142 demandes qui ont été reçues depuis 2018, 55 dossiers qui ont été engagés au total, 52 dossiers qui sont terminés. Il reste 4 dossiers actifs en moyenne depuis les 3 dernières années. Donc, la majorité des dossiers, donc 61 en fait, n'ont pas été jugés admissibles. Donc, la raison que ce programme-là a été fermé, c'est qu'il y avait une faible utilisation. C'est pour ça que le programme n'a pas été renouvelé pour la Mérule. Maintenant, pour ce qui est du PAE, que vous me demandez, effectivement, PEA, pardon, effectivement, le programme n'a pas bénéficié de nouveaux crédits dans le cadre du budget 2025-2026 et a été suspendu. Le solde budgétaire du programme est nul et il a été pris fin. Là, on a mis fin au programme le 31 mars 2026. Par contre, ce qu'on a aussi discuté précédant votre arrivée, c'est le programme d'aide au domicile. Donc, on a mis nos énergies sur le programme d'aide aux domiciles. On aura des annonces à faire dans les prochaines semaines. Puis, évidemment, on est très préoccupés par la qualité de vie des gens qui vivent avec des handicaps. Et c'est sur le programme, le PAD, finalement, qu'on travaille présentement. Merci. Puis juste brièvement, pour revenir sur les 3 autres, est-ce que vous avez les réponses? Non, on peut revenir... Oui, effectivement, pour ID2M, c'est pas un programme en tant que tel, c'est une initiative qui est à l'intérieur d'un programme qui a un budget d'environ 300 000 par année. Il y a eu dans la dernière année 29 projets qui ont été retenus et le budget a simplement été annoncé après le 31 janvier, qui était la date au niveau des statistiques pour laquelle vous avez eu les fiches. Il y avait PAMH aussi qui était souhaité avoir donc pour les maisons d'hébergement. Oui. C'est un programme qui a été pourvu de budget au dernier budget, même sur 3 ans, donc à raison de 2 millions la première année, 2,1 millions d'engagement la deuxième année et 2,1 millions d'engagement la troisième année. Très bien. Merci. Je passe à un autre sujet, le Code du bâtiment. Hein, c'est tout frais. Donc, votre gouvernement a décidé de rehausser plusieurs des normes du Code de la construction, ce qui va directement mener à la hausse des coûts de la construction puis qui va freiner la construction de logements, alors qu'on devrait être dans une optique complètement inverse. En ce moment, on devrait tout faire pour accélérer la construction de nouveaux logements. Pendant la course à la chefferie de la CAQ, la première ministre a dit vouloir bâtir un État partenaire, pas un État paternaliste. Est-ce que vous croyez vraiment que de rendre la réglementation plus lourde pour nos constructeurs, c'est une bonne façon pour l'État d'être partenaire de l'industrie de la construction pour accélérer la construction et baisser les coûts de construction?
Écoutez, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on en a effectivement discuté, c'est que je vais avoir une rencontre prochainement avec mon collègue Jean Boulet. On va discuter des nouvelles normes qui doivent entrer en vigueur le 17 octobre prochain. On a aussi une rencontre à venir avec la Régie du bâtiment pour comprendre exactement ce qu'il en est. Donc, évidemment, le gouvernement du Québec, dans les mois qui ont passé, en fait, les 18 derniers mois, ils avaient donné un délai de grâce, si vous voulez, aux entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs étaient au courant que ces normes-là allaient arriver. Donc, on parle, entre autres, là, les normes sismiques, on parle de l'accessibilité, on parle aussi, évidemment, les chambres de bain plus grandes, etc. On est conscient de ce que ça représente comme coût supplémentaire. Donc, moi, ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est que je vais en discuter avec mon collègue, M. Boulet. Et évidemment, on est à l'écoute là, du milieu présentement. Mais avec tous les problèmes qu'on rencontre actuellement, tous les défis qu'on a dans le domaine de la construction et du logement, est-ce que de rehausser la norme sismique pour être davantage résistant aux tremblements de terre, c'était vraiment la priorité actuellement? Ce qu'on nous dit sur le terrain, nous, c'est que c'était loin d'être une priorité, que les normes sont déjà très solides. Donc, on n'aurait pas pu peut-être prioriser autre chose. Non seulement ça, mais quand on pense à la reconversion de vieux immeubles, quand on pense à la nouvelle utilisation qu'on pourrait faire de vieux couvents, par exemple, ou d'églises, ce qui serait primordial en ce moment pour accélérer peut-être la création de nouveaux logements, ça rend ça extrêmement compliqué, là, les nouvelles normes sismiques pour ces vieux immeubles-là. Comment vous avez déterminé que c'était la priorité pour votre gouvernement, ça, pour la construction? Bien, écoutez, il faut se rappeler que le Code du bâtiment, au départ, il est là pour une chose, il est là pour la sécurité des gens. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu de sécurité. Maintenant, il y a eu, au niveau des normes sismiques, un comité national, c'est ce que je disais plus tôt à votre collègue, un comité national sur lequel le Québec siégeait. Il y a eu des discussions à ce niveau-là, il y a eu des analyses qui ont été faites. Et évidemment, comme je vous dis, là, je discuterai avec mon collègue Jean Boulet. C'est aussi un dossier qui est davantage dans sa cour que dans la mienne, là, présentement. Je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Bon, évidemment, votre gouvernement, depuis plusieurs années, dit sur toutes les tribunes que les mises en chantier vont repartir à la hausse grâce aux politiques mises en place par votre gouvernement. Pourtant, le gouvernement, le budget prévoit une diminution des mises en chantier au cours des prochaines années, donc 56 000 unités en 2026, 49 000 unités en 2027, une baisse claire là, par rapport au niveau de 2025. Comment vous expliquez cette baisse-là prévue alors qu'on aurait besoin plus que jamais de construire davantage? Tout le monde le dit, on a besoin de plus de construction. Comment vous expliquez cette baisse-là? Bien, écoutez, nos investissements témoignent de tout ce qu'on a fait en habitation jusqu'à maintenant. Quand on regarde tous les programmes, incluant l'aide aux ménages, là, c'est un montant qui nous a été confirmé du ministère des Finances de 11,5 milliards. Qui ont été investis pour à la fois les propriétaires et les locataires, parce que, comme vous savez, on essaie toujours de viser l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est un bouquet de mesures qu'on a mis en place pour accentuer l'offre, mais également pour réparer le parc immobilier, donc rénover le parc immobilier. En même temps, on aide les ménages les plus vulnérables. C'est un bouquet de mesures, Madame la députée, je pourrais décliner avec vous. Je comprends ça, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut construire davantage. Je veux dire, toutes les organisations, la société s'entend pour dire qu'on a besoin de davantage de logements. Justement, c'est pour ça qu'on a un bouquet de mesures comme les développeurs qualifiés, comme Mission Unité Née, mais la projection, comme les fonds fiscalisés. La projection, elle est là, 56 000 unités. Je vous rappellerai que vous devez vous adresser à la présidence et là, vous interpellez par-dessus l'autre, alors je vous coupe. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire ça à bonne et due forme, vous allez m'adresser à moi constamment, puis je trouve ça dommage parce que vous perdez du temps. Alors, je vous incite à vous respecter un et l'autre. Merci. Merci. Donc, mais les chiffres sont là. Donc, 56 000 unités en 2026, 49 000 projetés en 2027. Donc, les baisses sont là. Peu importe les autres mesures qui ont été mises en place, ce qu'on prévoit, c'est une baisse. Moi, ma question, c'est est-ce que ces chiffres-là qui ont été mis sur la table dans le nouveau budget par le ministre des Finances correspondent à vos objectifs à vous? Est-ce que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Bien, écoutez, moi, les chiffres que je peux vous donner, c'est que depuis l'automne 2018, on a plus de 16 900 logements abordables qui ont été réalisés, plus de 10 200 nouvelles unités qui vont l'être prochainement. On parle de 6 543 unités dans les fonds fiscalisés. Comme vous le savez, on a eu des ententes avec la FTQ, avec Desjardins, avec Fonds d'Action. Il y a 2 745 unités qui ont été réalisées. Il y en a plus de 6 200 qui vont l'être dans les 4 prochaines années. Également, Mission Unité Née. Vous savez qu'au départ, c'était 1 000 unités.
mais il y a eu tellement une bonne gestion du projet qu'on a pu pousser à 1100, puis là, il y a un autre 600 qui s'est ajouté. On est rendu à 1700 unités, avec l'ICRL également, 643 unités, les développeurs qualifiés, 1646 unités, le modulaire, le logement étudiant, 5548 unités qui ont été livrées. Il y en a 821 qui sont en chantier, il y en a 376 en développement. Il y a les 1000 les nouveaux logements abordables dans le budget. Bref, tout ça, ça s'accumule, Madame la députée, pour faire quand même, et puis sans oublier, évidemment, le projet de loi 31, comme vous le savez, la possibilité, les municipalités sont des partenaires avec nous, et il y a des très, très bons résultats jusqu'à maintenant. On parle de près de 20 700 unités par l'entremise, de 119 projets avec le projet de loi 31. Alors, les chiffres sont là. Donc, les projections de 56 000 unités en 2026 et 49 000 unités en 2027, c'était concerté avec vous et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ça que j'entends. Bien, écoutez, je n'étais pas encore en poste à ce moment-là. J'ai une dernière petite question pour vous. Sur le taux d'inoccupation, c'est quoi, vous, votre objectif du taux d'inoccupation que vous aimeriez mettre en place d'ici la fin de votre mandat? Bien, vous avez déjà posé cette question-là, ma prédécesseure, Mme Duranceau. Vous vous souvenez de sa réponse? Oui, elle avait dit que ce n'était pas un objectif. Bien, effectivement, c'est un constat. Lorsqu'on regarde les taux d'inoccupation, c'est un constat. Beaucoup. Le temps est écoulé, alors nous retournons à l'opposition officielle et j'entends la députée de Mille-Îles pour 18 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous, c'est correct qu'on peut continuer à opérer comme on fonctionnait auparavant. En même temps que vous n'interpellez pas par-dessus l'autre, ça va être bien. Ben, moi, vous me savez comment je fais. Là, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Alors, moi, tant que le respect demeure, il n'y a pas de problème. Excellent. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la ministre, je vais continuer sur les normes, mais pas sur les normes de construction, mais sur ce qui alourdit les coûts de construction. Et je vais vous amener sur la fonction des représentants en santé en sécurité. On sait que on en a besoin des représentants en santé et sécurité, mais il y a eu dans le fond une nouvelle exigence récente que je sais que le ministre du Travail voulait modifier, mais que finalement ça se fera pas, du moins à court terme. Et je vais vous amener sur une situation réelle que j'ai vue sur un chantier, où, dans le fond, la façon que le règlement est fait, il doit y avoir, le nombre de représentants dépend de l'ampleur du chantier. Jusque-là, ça va bien, mais les représentants doivent être présents, peu importe on est rendu où dans l'étape du chantier. Et donc, un chantier qui était terminé, mais qu'on était en train de faire les aménagements paysagers, où il n'y avait plus aucun travailleur de construction, bien, il y avait 3 représentants en santé et sécurité, 3 RSS payés à temps plein pendant des semaines, pendant que cet aménagement-là se faisait. C'est un non-sens, définitivement. Je pense que c'est la CCQ, l'ACQ, pardon, l'Association de la construction du Québec a estimé que cette exigence-là ajoutait 10 000 $ par porte. C'est beaucoup. On rajoute ça à toutes les normes qu'on parlait tout à l'heure, les normes sismiques, etc. Pourquoi on recule? Pourquoi on a reculé? Pourquoi le ministre, en fait, le gouvernement a reculé sur cet allègement réglementaire-là, qui aurait été nécessaire dans notre situation actuelle? Madame la députée, je suis obligée de vous dire que vous êtes entièrement dans le champ de compétences du ministre Boulay. Alors, je vous invite à poser votre question au ministre Boulay. Je pense qu'on a déjà énormément de matière devant nous en habitation. Je sais que vous et moi travaillons très fort sur l'habitation, alors je nous inviterai à rester sur le sujet. Bien, en fait, l'habitation, tu sais, l'Association de la construction du Québec, quand ils vous interpellent, est-ce qu'ils vous parlent d'allègement réglementaire? C'est aussi votre rôle, les écouter, j'imagine, puisque ce sont eux qui construisent des logements. Tu sais, si l'industrie qui construit des logements vous dit qu'il y a un enjeu avec la réglementation, vous les écoutez pas? On écoute les gens, mais la question que vous avez posée précisément, c'est au ministre Boulay qu'il faut la poser. Okay. Est-ce que vous avez été sensibilisé à cette situation-là? J'ai été sensibilisée à cette situation-là, comme à tous les autres dossiers du gouvernement, parce que, comme vous le savez, en siégeant au Conseil des ministres, on doit aussi connaître un peu ce qui se travaille dans la cour de nos collègues.
Bon, et est-ce que vous en avez parlé avec le ministre Boulay? Est-ce que vous allez en parler lorsque vous aurez votre rencontre concernant les normes de construction? Je vous ferai part en temps et lieu des discussions qu'on aura eues, si tant est que ça vous intéresse. Bien, je pense qu'on devrait aussi regarder cet aspect-là. 10 000 par porte, c'est pas rien. On parlait tout à l'heure là, des coûts des loyers qui ne cessent d'augmenter. Le gouvernement veut avoir des loyers plus abordables, mais il faut aider à un moment donné à construire moins cher. Et là, il y a plein d'avenues possibles, mais si au bout du compte, on ne change rien, bien, ça va juste aller en augmentant les coûts. J'aurais pu vous parler aussi des travailleurs de la construction, les départs à la retraite, mais là, j'imagine que vous allez me dire, ça non plus, ça ne vous concerne pas. L'annonce qui a été faite hier par votre collègue concernant les travailleurs, est-ce que ça vous inquiète, le fait qu'il y a quand même plus que 25 % des travailleurs de la construction qui vont partir à la retraite d'ici 8 à 10 ans? Bien, vous vous souvenez que la formation à la main-d'œuvre qu'on a annoncée en octobre 2023, il y avait un objectif de 4 à 5 000 personnes additionnelles dans les métiers qui étaient en forte demande à court terme. Donc, c'est un programme qui avait été proposé à l'époque par la ministre de l'Emploi et M. Boulay, Mme Champagne-Jourdain, M. Boulay. Donc, ça a été très fructueux et très apprécié. En même temps, vous savez aussi que le ministre Boulay a vu à la modernisation de l'industrie et l'organisation du travail, la polyvalence, les enjeux de polyvalence, les enjeux de mobilité de la main-d'œuvre. L'idée étant, avec tout ça, de mobiliser, si vous voulez, d'optimiser, les chantiers et la productivité sur les chantiers. Oui, je dois vous corriger. Là, je ne pense pas que le projet a été un succès. Là. On a formé avec ce programme de main-d'œuvre-là des gens qui rénovaient leur sous-sol, mais ça n'a pas été un succès. Le programme a été abandonné. Et au bout du compte, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très, très peu de ces gens-là qui ont été formés, qui sont restés. D'ailleurs, c'est un enjeu là, qui était mentionné. Là, c'est 35 % de la main-d'œuvre qui quitte à l'intérieur de 5 ans, des gens formés qui quittent à l'intérieur de 5 ans. Puis ça, c'est pas dans le programme en question parce que les taux sont encore plus élevés dans ce programme. Donc, on est loin d'un succès, là. Très, très loin d'un succès. En tout cas, il y a une inquiétude. Madame la députée, Pardon? alors, les gens continuent à être formés présentement. Bien, en tout cas, je pense qu'il y a un programme qui a été abandonné, là, parce que ce programme-là, on l'a vu, c'était des gens qui rénovaient leur sous-sol, qui étaient payés pour être formés. Oui, il y a de la formation, mais moi, je parle du programme où on payait les gens pour aller être formés. Il y a, en fait, je vous sensibilise là, qu'il y a une réalité que l'industrie, actuellement, il manque déjà de main-d'œuvre. Il y a une réalité où il y a beaucoup de chantiers qui s'en viennent, notamment du fédéral, pas juste du provincial, avec le train à haute vitesse, avec la défense, et aussi le port de Contrecœur. Donc, c'est des gros chantiers. Au Québec aussi, on aura des gros chantiers avec Hydro-Québec, notamment. 200 milliards d'investissements, c'est gigantesque. Il manque déjà de main-d'œuvre. On veut construire des logements. On va les prendre, nous, les travailleurs, si on ne change pas l'industrie. Parce que ça, pour moi, c'est un fait. Il faut changer l'industrie de la construction. Il va falloir construire plus avec moins de gens, ça, c'est sûr. Mais malgré tout, on est déjà en déficit, là. Donc est-ce que ce sont des discussions que vous avez à l'interne? Est-ce que vous participez à ces décisions-là? Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, dans le sens que vous savez très bien que les discussions à l'interne sont confidentielles. Mais encore une fois, comme vos questions précédentes, je vous invite sincèrement à vous adresser au ministre Boulay, soit à la période de questions ou en lui demandant une rencontre de travail. Je pense que vos points méritent d'être discutés avec le ministre Boulay dans son dossier. Bien, merci beaucoup. J'espère juste sincèrement que vous parlez, parce que, c'est ça, avec les réponses, on n'est pas certain. On a un doute ici. Je vais vous amener ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, madame. Mais vous ne me le confirmez pas. Non, mais je ne vous confirmerai pas des discussions confidentielles que je pourrais avoir avec M. Boulay. Puis encore une fois, je vous rappelle que ça fait 3 semaines que je suis en porte. La première semaine a été passée à obtenir un ordinateur, créer une équipe, etc., etc. Donc, essentiellement, ça fait 2 semaines qu'on est en poste. Je pense que jusqu'à maintenant, on a quand même réalisé plusieurs choses. Et on a rencontré de nombreux organismes. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé cette question-là. Vous l'aviez posée à ma prédécesseure. Et on avait préparé pour vous une belle liste d'organismes qu'on avait rencontrés pour vous montrer à quel point on avait travaillé fort depuis notre arrivée. Soyez assurés, je vais parler au ministre Boulay et on vous reviendra. Ah, voilà. C'est ce que je voulais, que vous en parliez.
C'est excellent. Merci. Je vais vous amener ailleurs. Puis moi aussi, j'ai une longue liste de groupes que je rencontre, Madame la ministre. On pourra s'échanger ça quand on se rencontrera. Avec plaisir. Je vais vous parler de HLM. Vous en avez parlé, les habitations à loyer modique. Vous en avez parlé un petit peu. Je suis préoccupée par l'état du parc. Oui, vous avez mentionné qu'il y a eu un montant substantiel, et je dois dire qu'il vient quand même du fédéral, il faut le rappeler, parce que souvent, le gouvernement oublie de mentionner qu'il y a des apports du fédéral, et dans ce cas-ci, c'est majeur, l'apport du fédéral pour les HLM. Mais d'abord, on n'a pas de tableau de bord de ces dépenses-là. C'est 700. Nous, on avait le chiffre de 700 millions. Là, vous avez mentionné, c'était à 780, je vous ai entendu, je pense, mentionner. Mais avec aucun tableau de bord. Comment on peut naviguer dans le noir comme ça, là? Pour nous, quand on vous pose des questions, il faudrait avoir un tableau de bord. On l'a pour la construction de nouvelles unités. C'est demandé depuis plusieurs années par la fédération là, la fédération des locataires de HLM du Québec d'avoir un tableau de bord. Qu'en est-il? Puis il y a eu un moment où on nous a dit « Ah oui, on travaille là-dessus », mais on ne l'a toujours pas. Et là, on dépense des centaines et des centaines de millions sans tableau de bord. Bien, écoutez, il y a 2 tableaux de bord qui sont disponibles, effectivement, comme vous l'avez dit, sur les nouvelles constructions. Il y a un tableau de bord sur les HLM, mais ce qu'on me dit, c'est sur l'avancement des travaux, les informations dans le tableau de bord. Mais parce que, bon, je suis surprise là, de savoir qu'il y a un tableau de bord parce qu'on ne le trouve pas sur le site. Est-ce qu'on le voit par projet? C'est récent, c'est parce que quand on a regardé, il n'y en avait pas, là. Est-ce que vous voulez une réponse complémentaire de la part oui, de M. Martel ou son équipe? Oui. Alors, madame, je pense que c'est Mme Grégoire qui a l'air de vouloir répondre. Oui. C'est bon? C'est bon. Donc, Monsieur le Président, on a 2 tableaux de bord. On en a un interne qui nous permet de faire le suivi, mais on s'était engagé à mettre des données publiques dans la dernière année. Il y a effectivement un tableau de bord, si vous allez voir sur le site Internet de la SHQ, il y a un tableau de bord public sur le HLM maintenant qui donne par région, notamment l'état des immeubles du parc qui est public. Vous pouvez aller le consulter. Oui. Et au niveau des budgets investis, on est en train de travailler pour venir bonifier ce tableau de bord-là. Oui, bien, c'est ce tableau de bord-là que je parle, celui qui suit l'argent, pas celui qui suit l'État, parce que l'État, on l'a déjà, on a ça à chaque année. Ce que je parlais, c'était un tableau de bord qui suit l'argent. Là, je comprends qu'il existe à l'interne, mais pas à l'externe. Bien, c'est que de notre côté, on suit les projets à l'interne. On est en train de travailler pour rendre public un ensemble de données au niveau du parc HLM. Et les premières données qui ont été rendues publiques, c'est les données sur l'état du parc. Et ce qui était disponible dans le PAGI, c'était des données globales. Là, on commence à agréger les données sur les tableaux de bord publics. Donc, vous pouvez aller consulter des données sur l'état du parc qui sont plus détaillées que celles que vous trouviez au préalable. Oui, bien, on l'avait, tu sais, on les a toujours eus dans les crédits, puis les groupes, tu sais, fait que c'est pas de l'information nouvelle. Mais ce qu'on veut savoir, c'est, il est allé où, le 780 millions? Puis ça, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres, tu sais, d'autres d'argent dépensé avant. C'est énormément d'argent sans avoir aucun suivi. Là, on est complètement dans le noir comme opposition. Les groupes aussi, ils ne savent pas. Et là, bien, vous savez, je suis députée à Laval. Là, je vais peut-être m'adresser plutôt à la ministre. Là. Je suis députée à Laval. Et il y a eu localement un article récemment qui est sorti sur l'état des HLM à Laval. Et c'est malgré les 780 millions de dépensés, l'état du parc à Laval est extrêmement préoccupant. Là. On est dans un taux de vétusté élevé à 62 %. C'est énorme. Puis bon, ben, dans le tableau bord, c'est plus élevé. Dans l'article, ça parlait de 62 %, mais dans le tableau bord, on est rendu à 69 % Ça, c'est vétusté élevée. Là. On n'est pas... C'est énorme. C'est le pire cas au Québec, là, je dois dire, là. Mais ça donne que c'est là que je suis députée. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on prévoit pour Laval, pour ramener le parc à un état plus respectable pour les citoyens qui y habitent. Du budget de 780 millions pour cette année, en fait pour 2026-2027, mais il ne faut pas oublier que depuis 2018, c'est 3,6 milliards qui ont été investis dans la rénovation du parc des HLM. Non. Et les cotes
Madame la députée, les cotes, comme vous le savez, les cotes ABC, DE, là, au niveau des cotes ABC, soit un état satisfaisant, il y a 4 657 immeubles pour environ 72 des immeubles. Et les cotes D et E, il y en a 1 811 immeubles pour un total de 28 Évidemment, les fameuses cotes, là, c'est des indicateurs, c'est des outils de planification qu'on utilise à l'habitation, mais aussi dans les autres ministères et organismes lorsqu'on gère des infrastructures publiques. Nous, au niveau de nos chiffres, on est à 72 On souhaite atteindre 80 Évidemment, vous savez très bien que lorsqu'il y a des travaux dans des HLM, les travaux sont échelonnés sur quelques années. Puis évidemment, ça peut prendre un certain temps avant qu'on voit les cotes changer, parce que la cote, elle est changée uniquement lorsque les travaux sont complétés. Je vais pouvoir revenir. Je parle de Laval spécifiquement. Je vais vous donner un chiffre assez simple. Cote E. Cote E, là. Ça, c'est vraiment le pire des pires. On est à 753 logements sur 1526. Donc, c'est la moitié. C'est carrément la moitié des logements qui sont en cote E, là. Je ne vous ai pas inclus les cotes D, là. Les cotes E. Donc, quel est le plan pour Laval? Parce que vous me dites, ça peut prendre du temps avant que la cote change. J'ai pas à l'esprit de chantier de rénovation actuellement. Oui, il y en a eu dans le passé pour Val-Martin, là, mais actuellement, il n'y en a pas à ma connaissance. Donc, puis d'ailleurs, ils n'en font pas état non plus là, dans l'article récent du Courrier Laval. Donc, je veux comprendre est-ce qu'il y a des sommes du 780 millions qui sont allées à Laval, mais qui n'ont pas encore été dépensées? Clairement, il y a un enjeu là, avec des cotes aussi basses, là. Je sais que vous êtes une députée très investie pour la région de Laval. Vous l'avez été aussi en tant que conseillère municipale. Alors, si vous me permettez, je vais prendre votre question en délibéré. Et lorsqu'on se rencontrera, vous et moi, pour une séance de travail, on pourra vous revenir avec des informations sur la situation spécifique de Laval. Et je prends ça en note et je l'apprécie. Je vais peut-être vous amener ailleurs. Il y a un enjeu, on le sait, pour financer du logement abordable. Il y a évidemment, le gouvernement n'a pas des moyens limités. Il y a beaucoup de groupes de plus en plus qui parlent de l'équité, qui pourraient utiliser l'équité pour financer, dans le fond, du nouveau logement. Les offices d'habitation sont assis sur une équité, des OBNL sont assis sur une équité. Les groupes nous disent que c'est extrêmement compliqué, puis même que légalement, ils ne peuvent pas le faire actuellement, d'avoir accès à cette équité-là. Donc, on se prive de levier, finalement, pour construire davantage de logements sans l'aide de l'État, là. Et je voudrais peut-être vous entendre. Je sais que ça fait seulement 3 semaines, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Tout à fait. C'est quelque chose sur lequel j'ai été mise au courant, effectivement, par des organismes comme tels, certains dans la région de Montréal, d'ailleurs. Et c'est sur quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochaines semaines. Parce que là, ça fait des années qu'ils en parlent, puis ça fait des années qu'ils se font dire « Ah, c'est compliqué, ça va être difficile de changer le règlement. » Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose à court terme pour, finalement, débloquer des unités? Parce qu'actuellement, on le sait, ce qui manque, c'est du logement abordable. Il faut en construire davantage. Bien, d'où justement le fait que vous savez qu'on innove de différentes manières. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un bouquet de mesures, que ce soit des solutions via le FAC, qui est plus agile, qui est plus rapide que l'était l'Accès-Logis, mais également Mission Unité Née, les fonds fiscalisés, le logement étudiant. Donc, il y a plusieurs façons qu'on travaille au niveau là, de sortir l'offre. Mais j'entends ce que vous dites, et puis ce sera dans les cartons au cours des prochaines semaines. On vous reviendra aussi là-dessus. Excellent. Merci beaucoup. Parce qu'il y a vraiment un potentiel là, de financer beaucoup plus d'unités avec moins d'aide de l'État. Il y a déjà des rencontres là-dessus, je peux vous dire. Là, donc oui, mais il y en a depuis des années, puis ça n'a pas avancé. Là. Moi, je peux juste témoigner de ce qui se passe depuis 3 semaines. Moi, je peux vous dire que j'ai des rencontres là-dessus. Excellent. Vous avez parlé du FAC. Je dois mentionner que jusqu'à maintenant, les chiffres ne démontrent pas que le FAC a été plus rapide pour construire du logement. D'ailleurs, il y a très peu d'unités quand on compare avec Accès-Logis qui se sont construites dans le FAC. Il y a eu beaucoup d'unités hors programme, mais dans le FAC, il n'y en a pas eu tant que ça. Vraiment pas. Et là, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que les 1000 unités qui ont été annoncées dans le budget, ce serait dans le FAC, ces 1000 unités-là? C'est dans le FAC et dans les autres programmes, donc ça reste à déterminer encore. OK. Donc, ça pourrait ne pas être dans le FAC, les 1000 unités.
C'est dans le champ des possibles. OK. Ce qu'on veut savoir, c'est les 1000 unités. Quand est-ce qu'il y aura un appel de projet? Ah, OK. Je suis rendue à 18 On minutes. reviendra. Je vais revenir avec la question. Alors, nous retournons à la deuxième opposition et j'entends le député de Laurier-Dorion pour 11 minutes 58. 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais revenir sur... Terminé sur les animaux. Vous voulez qu'on continue sur les animaux? si vous voulez me dire votre opinion, madame, c'est votre opinion qui compte. C'est pas celle des juristes, etc. Votre opinion. Allez-vous enlever les clauses qui interdisent les baux, qui interdisent les animaux de compagnie dans les baux? Ce que je m'en allais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a deux courants jurisprudentiels relativement aux animaux. D'un côté, on a le bail, qui est le lien contractuel entre les individus, entre les propriétaires et les locataires. De l'autre côté, ce que les locataires disent, c'est qu'ils font référence, via la Charte des droits et libertés, ils font référence à leur vie privée, ils font référence aussi à leur choix individuel, tout ça. Donc, c'est deux courants jurisprudentiels qui s'affrontent lorsque des dossiers sont devant les tribunaux. Présentement, il y a eu un dossier. Ce dossier-là est présentement sous permission d'en appeler. On va suivre ça de près. Évidemment, nous, ce qu'on cherche, là, vous me demandez mon opinion personnelle, moi, je cherche l'équilibre à la fois pour les locataires et les propriétaires, l'équilibre entre les deux. Parce qu'il y a des arguments des deux côtés. On comprend très bien que, entre autres, ce que la Corpic nous dit pour les propriétaires, c'est qu'il pourrait y avoir des enjeux de sécurité, il pourrait y avoir des enjeux de santé, si on pense, par exemple, à des gens qui sont allergiques puis se trouvent à côté des animaux. On parle aussi aux nuisances, si c'est, par exemple, des chiens qui aboient constamment. Il y a toutes sortes de situations. Et de l'autre côté, du côté des locataires, bien, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont besoin des animaux pour la zoothérapie, il y a des gens qui ont besoin des animaux pour l'accompagnement, il y a des raisons médicales pour certains citoyens pour lesquels ils ont un animal. Alors, c'est pas facile, c'est un débat qui est pas facile, c'est un débat qu'on suit de près, mais ce qui est important, c'est que la Commission des droits de la personne nous dit présentement que la Charte est un outil fondamental et que les gens peuvent l'utiliser devant la Commission pour faire respecter leurs droits et qu'en même temps, on a ici Maître Simard qui vous confirmera également que c'est la même chose au tribunal administratif du logement. Si les gens n'arrivent pas à s'entendre sur cette situation-là et que les faits d'un dossier démontrent par ailleurs qu'un propriétaire avait peut-être dans le passé autorisé un animal dans un immeuble donné, bien à ce moment-là, les gens peuvent aller au tribunal administratif. Est-ce que je dois comprendre, Madame la ministre, que d'ici la fin du mandat de votre gouvernement, vous n'allez pas légiférer sur cette question-là? Bien, écoutez, on va suivre ça de près. Comme je vous dis, la cause est en appel présentement. Vous savez comme moi qu'on n'a pas de contrôle sur les délais judiciaires. Alors, on verra où tout ça va nous mener dans les prochaines semaines. Très bien, Madame la ministre, merci beaucoup. Et j'aimerais aller du côté du TAL concernant un aspect très particulier qui fait beaucoup de mal, et ça fait beaucoup de discussions. C'est la question de la reprise des logements. Et on sait que dans les dernières années, selon les chiffres dont nous disposons, il y a eu une augmentation de 350% des reprises de logements depuis que votre gouvernement est au pouvoir. Et la question qui se pose devant cette augmentation qui nous semble très anormale de reprise de logements, à moins que vous me démontriez qu'il y a des changements sociologiques importants au Québec en termes de parentèle, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui soupçonnent des reprises de logements frauduleuses, c'est-à-dire qu'on n'installe pas un parent qu'on avait dit qu'on allait instaurer, et que c'est finalement une façon, un stratagème pour mettre des locataires à la porte et ramener les loyers rapidement au prix du marché. Quelles sont les mesures mises en place pour s'assurer que les reprises sont véritablement faites de bonne foi? Est-ce que vous allez procéder, par exemple, à une procédure de vérification post-reprise? Bien, vous savez qu'on a mis sur pied le projet de loi 65 pour aider les aînés vulnérables, justement, pour les protéger. On a descendu le seuil au niveau de l'âge de 70 à 65 ans. Donc, les aînés sont davantage protégés. Également, les étudiants. Donc, on parle de 60 000 aînés qui sont protégés contre les reprises de logements,
contre les évictions. Ça, c'était nécessaire. Vous le savez comme moi, étant de Montréal particulièrement, on entendait souvent parler des rénovictions dans les dernières années et le projet de loi 65 est venu à mettre un moratoire de 3 ans à ce niveau-là. Puis comme je disais à votre prédécesseur plus tôt, on est en réflexion pour la suite des choses, ou peut-être que c'était vous qui m'avez posé la question, pour poursuivre ce moratoire pour une période prolongée. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est dans le champ des possibles. Donc, effectivement, cette protection-là était nécessaire pour les gens dans des situations de vulnérabilité. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il est fort possible que les stratagèmes des évictions pour travaux, les rénovations qu'on appelle dans le langage populaire, grâce au moratoire, il y a eu un transfert des évictions, on va dire, de mettre les gens à la porte de façon frauduleuse, des rénovations vers les reprises? C'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, au tribunal administratif du logement, d'ailleurs, j'aimerais souligner le travail de Maître Simard et de son équipe, parce qu'écoutez, cette année, au 31 mars 2026, là, le TAL a assuré le traitement de 98 233 demandes, a tenu 85 931 audiences et a rendu 48 618 décisions. Alors, c'est un record. Je pense que Maître Simard pourrait nous dire que c'est un record, parce que souvenez-vous, en 2015-2016, toutes causes confondues, là, ça prenait 5,7 mois, donc les délais au tribunal administratif du logement. Et maintenant, en 2025-2026, ce délai-là a été réduit à 4,3 mois. Mais on a beaucoup plus de dossiers qu'on en avait à l'époque. À l'époque, on en avait environ 67 000. Là, on en a 98 000. Je veux y revenir. Alors, bravo, sur merci au tribunal administratif du logement. Mais est-ce que vous entendez et vous penchez sur la situation très problématique de reprise, la vague de reprise qui a lieu au Québec en ce moment en pleine crise du logement? Ce que je peux vous dire, c'est que les reprises sont en baisse. J'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais à l'interne, nos analyses nous démontrent que les chiffres sont en baisse. Attendez, j'ai un chiffre pour vous. 3 126 à 2 357. Est-ce que vous pourriez nous fournir une progression sous la forme de tableau concernant les reprises jusqu'à aujourd'hui? On va le prendre en libéré, oui, Monsieur le député. Très bien. Donc, est-ce que je dois comprendre ce que vous n'entendez pas? Si vous avez déposé un document qui soit rendu public par la suite, ou ça va être diffusé à l'interne? Oui, nous prenons l'engagement, Monsieur le Président. Très bien, mais je dois comprendre que pour vous, vous n'entendez pas légiférer ou vous penchez sur la question des reprises. Mais je vais aller plus concrètement sur l'Étal. Vous avez fait mention des chiffres des litiges traités par l'Étal. On sait que le nombre de demandes a bondi de 46% depuis 2022 au TAL, alors que le budget est resté à peu près instable. Ce qu'on constate aujourd'hui, Madame la Ministre, c'est qu'ici on voit la progression des demandes versus les audiences au TAL, et en bleu étant les demandes et en rouge les audiences. Ce qu'on constate, c'est que les audiences dépassent largement les demandes dépassent largement les audiences à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'État n'arrive plus à fournir à la demande. Donc, augmentation exponentielle des demandes, les budgets étant les mêmes, la conséquence est logique. Et qu'est-ce que vous allez faire pour régler et pour donner la capacité au TAL de traiter les grands nombres de litiges générés par la crise du logement? Mais entre autres, il y a eu le projet de loi 31, justement, avec ce qu'on vient de discuter au niveau du moratoire contre les rénovictions. Alors, évidemment, ça, c'était une manière d'essayer d'alléger au niveau du tribunal administratif du logement. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres mesures qui ont été déployées pour absorber le volume important de demandes. On pense à l'autofinancement de l'équivalent de 4 postes de juges, la désignation de juges coordonnateurs pour maximiser l'utilisation du temps disponible pour tenir les audiences, une planification proactive des départs à la retraite, évidemment le comblement des postes aussi, qui est suffisamment tôt pour éviter une baisse de productivité, des travaux d'optimisation, des projets d'automatisation pour accélérer le traitement administratif des dossiers, le statut particulier qui permet de recruter à l'externe grâce à une gestion rigoureuse des budgets alloués,
et évidemment l'agilité de manière générale dans l'organisation du travail. Je pense que vous étiez présent au crédit. Je pense que je ne sais pas si c'était les crédits provisoires ou les crédits sous Mme France-Hélène Duranceau, mais je me souviens très bien que Maître Simard avait répondu de manière détaillée sur la créativité avec laquelle le tribunal administratif du logement avait apporté toutes ces mesures à l'intérieur de leur structure, évidemment accompagnées du ministère. Pas que l'État fait des miracles pour maximiser leur productivité par rapport aux moyens dont il dispose, mais ce que vous nous dites fondamentalement, c'est qu'il s'agit d'en faire plus avec la même chose, ou des ajouts très ponctuels. C'est ce qu'on a fait, Monsieur le député, parce que comme je vous disais tout à l'heure... Malheureusement, Madame la ministre... Là, on ne se comprend pas, là. On ne se comprend pas. Vous êtes appelé par-dessus l'autre. Parfait. Respectez vos paroles chacun, sinon ça ne marche pas. C'est le dialogue. Donc, malheureusement, Madame la ministre, la crise du logement produit un très grand nombre de litiges. Et, par exemple, vous dites que vous avez, votre ministère a adopté une nouvelle méthode de fixation des loyers plus claire. Ça va certainement amener davantage des demandes de fixation des loyers. On sait que depuis 8 ans, depuis que la CAQ est au pouvoir, il y a eu une augmentation de 62% en moyenne des loyers. Donc, les locataires constatent avec effroi qu'ils sont victimes d'injustice. Ça génère davantage des demandes. Les chiffres sont là. Et l'État, selon les chiffres dont on dispose, ne suffit pas à la demande. Allez-vous ajouter des moyens au TAL pour qu'il puisse répondre à la demande suscitée par la crise du logement? Écoutez, depuis 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui, là, les délais au tribunal administratif du logement ont été diminués de 56 56 Monsieur le député. C'est majeur. Et pour ce qui est du règlement sur la fixation du loyer, bien, l'idée de ce règlement-là, on est venu moderniser un outil qui ne l'avait pas été depuis 40 ans. Donc, l'idée de ça, c'était d'apporter de la prévisibilité, d'apporter de la simplicité, que les gens puissent se comprendre. Il y avait avant 13 indices qui étaient utilisés d'IPC. On est descendu à 4 indices. Puis on a également enlevé l'indice IPC habitation qui était hautement inflationniste. Alors, l'idée du règlement, c'est qu'on est venu faire le contraire. On est venu aider, justement, pour que les gens puissent s'entendre et que ça puisse désengorger, dans une certaine mesure, le TAL. Merci. Il n'y a plus de temps. Le temps est écoulé. Alors, nous terminons pour le dernier bloc avec la députée de Mille-Îles pour 18 minutes et 10. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, maintenant, j'aimerais moi aussi poser des questions concernant le tribunal administratif du logement. Mes questions sont peut-être différentes. Par contre, j'aimerais d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe avec le bail électronique. Il y a eu, dans le fond, le 1er janvier dernier, des modifications réglementaires qui ont été présentées. Et là, on souligne que des formulaires de bail devront désormais être en format électronique sur une plateforme gouvernementale. Les baux électroniques existaient déjà. C'était fourni, moi j'en ai acheté à la Corpic, mais il y en a d'autres fournisseurs aussi qui en avaient. Pourquoi le gouvernement a décidé, ou le tribunal a décidé de créer son propre outil de bail électronique? Écoutez, je peux céder la parole à Maître Simard. Ce que je peux vous dire, c'est que 77 des demandes qui sont déposées au tribunal administratif du logement qui sont faites en ligne. Alors, évidemment, il y a un virage technologique qui est là pour aider les gens. Donc, le TAL est à la mesure de tout ce qui se passe dans le reste de la société. Mais si vous voulez la réponse précise, on va passer la parole à Maître Simard. Merci beaucoup. Maître Simard, oui, merci, M. le Président. Merci pour votre question. Alors, j'aimerais peut-être tout d'abord rappeler que les baux électroniques, ce ne sont pas les seules façons d'obtenir le formulaire de bail obligatoire, puisque le bail papier existe toujours. Alors, pour faire peut-être un petit élément d'histoire, dans les dernières années, le bail a toujours été publié par les Publications du Québec. Alors, nous, on consentait le droit de publication, donc il a mis en marché aux Publications du Québec. Et après plusieurs réflexions et discussions avec plusieurs groupes, notamment, on se demandait pourquoi est-ce que le gouvernement, pourquoi le TAL n'avait pas offert lui-même les baux électroniques qui étaient uniquement disponibles dans le marché privé. Ça ne tombait pas beaucoup sous le sens.
Le gouvernement impose un bail électronique, un bail tout court, puis ne fournit pas la version, je dirais, moderne, là. Alors, c'est là qu'on s'est mis à faire des travaux avec un autre ministère, un autre partenaire, et qui a conduit à la mise en place du bail électronique, là, entièrement transactionnel, qui permet à tout un chacun d'avoir accès à un bail à 2,99 $, qui est complètement différemment là, des coûts du marché là, dans le privé actuellement, donc je dirais au prix du règlement, tout simplement, sans marge de profit. Alors, on a décidé de le faire ainsi. Donc, il y a le bail électronique, il y a le bail papier également qui est disponible. Je m'excuse. Oui. Combien a été investi dans la production de ce bail électronique, de cet outil de bail électronique? J'apprécie cette question et vous allez être surpris de la réponse, 0 $. Ce ne sont que des efforts internes. OK. Je suis une gestionnaire de projet de formation. Là, les efforts internes, il y a des coûts avec. Là. Combien ça a coûté? Alors, je vais vous préciser davantage, si vous me permettez. Les efforts internes, ça a été la mutualisation d'une plateforme déjà existante qui appartient au ministère de l'Emploi et Solidarité. Donc, on est allé chercher cette plateforme-là que vous utilisez peut-être en matière de famille. Également, je pense qu'il y a d'autres ministères qui l'utilisent. Là, je ne voudrais pas rentrer dans tous ces détails. Donc, on a pris une plateforme existante qu'on a adaptée chez nous. Ça a pris je dirais, 3 mois à mettre les équipes là-dessus. Alors, ce ne sont que des efforts de développement d'une plateforme déjà existante. Il n'y a eu aucun investissement financier qui a été nécessaire. Mais combien, parce que les gens qui ont travaillé là-dessus n'ont pas travaillé sur d'autres choses, combien ça a coûté en effort de temps? Oui. 200 jours. 200 jours de travail en entier, incluant le travail à l'interne du TAL et le travail du ministère. 200 jours à temps complet? C'est 200 jours personne. Personne, OK. Oui. Et est-ce que ça a été testé avec les usagers, l'application? Écoutez, le test, là, c'est, je vous dirais, la réalité d'aujourd'hui. Et je peux même vous dire exactement combien qu'on a de données, combien qu'on a de baux actuellement là, qui sont vendus. Alors, c'est plus de 6 000 depuis la mise en place de la plateforme. Alors, on reçoit les commentaires en temps réel. On y répond. Alors, c'est ça le meilleur test que je peux vous offrir. OK. Encore une fois, je suis gestionnaire de projet en TI. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait les tests d'habitude, là, mais je veux savoir, est-ce que ça a été testé avant d'être mis en ligne? Tester les fonctionnalités, parce que ce que j'ai entendu, c'est que peut-être que finalement, il y avait la difficulté de reproduction des bails. Est-ce que ça a été corrigé depuis? C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui ont 100 baux à faire en même temps, qui doivent recommencer à zéro pour chacun des bails qu'ils font. Alors là, vous parlez du projet actuel de transformation de notre plateforme. Actuellement, c'est une entrée sur le site avec un bail qui se crée. Alors aujourd'hui, on est avec nos partenaires. Il y en a plusieurs avec lesquels on discute, d'ailleurs, les anciens détenteurs de licences. Là. Et on travaille actuellement sur, je dirais, si vous êtes gestionnaire de trucs électroniques, vous allez comprendre les API. Alors, on va développer des API pour que chacun des systèmes privés actuels, des plus grands gestionnaires d'immeubles, puissent intégrer la plateforme uniquement avec des API pour conduire à la réalisation d'un bail sans aucune formalité particulière. Et c'est quoi, à quel moment ça va être prêt, cet outil-là? On le développe en ce moment-ci avec les partenaires. Ouais. Alors, l'objectif, c'est d'y arriver d'ici la fin de l'année civile. Mais c'est pas assuré encore. Parce que c'est quand même une difficulté supplémentaire. Je me pose la question si c'est dans la mission du TAL d'investir en technologie quand il existe des solutions sur le marché. Je le souligne, il me semble que le TAL a beaucoup de ressources qui manquent dans d'autres départements. Là, on aurait pu peut-être mettre nos énergies sur les choses les plus importantes, soit les délais d'attente, le système téléphonique, qu'un outil électronique qui existait déjà. Je le souligne. Je vous amène ailleurs. Question renseignements généraux. Renseignements généraux numéro 4. La question numéro 4, c'est la liste des contrats. Est-ce que vous l'avez? Je peux l'obtenir, oui. À l'instant, je l'ai sous les yeux. Je veux comprendre l'outil Foxit Software. On est passé de 10 252 $ à 18 322 $. C'est une augmentation de 78 %. Je veux comprendre pourquoi cet outil, on a augmenté ce contrat-là. C'est l'augmentation des licences puis le remplacement d'Adobe, tout simplement. Pardon?
L'augmentation du nombre de licences. Vous avez entendu la minute tout à l'heure, on a davantage de ressources. Et autrement, c'est le passage d'Adobe à Foxit, tout simplement. OK, donc on avait Adobe, mais là, on est passé à Foxit. Exact. OK, en 2025-26, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on a fait une analyse coût-bénéfice pour évaluer de passer de Adobe à Foxit? Je vous dirais que toutes les décisions qui sont prises par mon équipe ont fait l'objet d'une analyse de coût-bénéfice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une rigueur budgétaire qu'on respecte. Excellent. Et on s'en sert comment exactement de l'outil? Tu sais, c'est Adobe qui est remplacé. Là. Est-ce que c'est 100% remplacé maintenant? Écoutez, là, 100%, je ne pourrais pas aller voir tous les postes de travail, mais si vous voulez savoir comment on l'utilise, tout simplement, c'est que le TAL est entièrement numérique. Tous les dossiers sont numérisés. Alors, il faut évidemment ouvrir une image quelque part et ouvrir des documents. Alors, l'ensemble du personnel du TAL utilise ces outils-là, soit Adobe, soit Foxit. OK, donc, quand vous dites l'ensemble du TAL est numérique, c'est quel genre de document là, qu'on peut voir qui est numérisé à ce moment-là, parce que c'est un générateur de PDF? Mm-hmm. Oui. Alors, la population peut y avoir accès également. Tous les dossiers, je veux dire judiciaires, tous les dossiers du tribunal sont numérisés, sont numériques, sont accessibles entièrement en ligne, 24 heures sur 24 à l'année. Alors, à chaque document est associé évidemment un outil pour l'ouvrir, mais si vous voulez savoir quel est l'état de votre dossier, vous allez avoir accès directement à ce qu'on appelle le porte-document en ligne, ce que d'autres essaient de faire depuis longtemps. Nous, on le fait depuis au moins 14 ans. OK. Donc, des jugements, par exemple, les dossiers des citoyens qui remettent à la Cour vont être numérisés avec cet outil-là? Le sont depuis au moins 14 ans, oui. OK. Est-ce qu'il y a eu un avis demandé au ministère de la Cybersécurité sur l'utilisation de cet outil? C'est disponible dans le portail du CAG. Non, mais pour vous dire la réalité, un avis récent depuis que je suis président, la réponse c'est non. 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 Puis on vient de faire le changement. C'est juste qu'on a découvert que, en fait, c'est un outil chinois, de propriété chinois. Et l'Assemblée nationale, on sait, a banni TikTok de tous nos appareils, par exemple, à cause des fuites de données. Et cet outil chinois-là, bien, il a été banni aux États-Unis des agences des sécurités américaines, notamment, à cause des risques de fuite de données. Parce qu'il y a eu des fuites de données aussi, si on l'a découvert. Alors, là, comme j'entends que ce sont des documents légaux même qui pourraient se retrouver sur des serveurs chinois, parce que c'est comme ça qu'il est utilisé, l'outil. Le traitement se fait sur... Bien, en fait, je dis des serveurs chinois, là, mais sur les serveurs de l'entreprise. Mais reste qu'il y a des risques de données réels pour que les agences américaines le bannissent. Donc, c'est pour ça que je demandais s'il y avait eu un avis de l'agence pas de l'agence, mais du ministère de la Cybersécurité, puisque, visiblement, ce sont des données sensibles qu'on envoie dans cet outil. Permettez-moi simplement d'ajouter, quand vous dites données sensibles, tous les documents là, qui sont dans les porte-documents, qui sont dans le système de mission du TAL, ce sont des documents publics. Alors, sensible, je ne partagerai pas votre propos, là, parce que c'est accessible au public, c'est des documents publics, c'est un document d'un tribunal. Alors, par ailleurs, à ma connaissance, il n'y a aucune directive du MCN sur l'utilisation du logiciel dont vous parlez. Je pourrais aller plus loin dans ma démarche, là, à moins que vous ayez vous-même cette information. Bien, non, justement, et ça fait partie... Moi, j'ai découvert ça hier soir, là, donc c'est tout nouveau. Mais ça reste que de savoir que c'est des documents du tribunal administratif du logement qui passent par cet outil-là. Et c'est pour ça que je parlais, est-ce qu'il y a eu une étude coût-bénéfice? Parce que, certes, ça coûte moins cher qu'Adobe, mais ce qu'on dit, tout ce qui coûte pas cher, des fois, finit par coûter cher. S'il y a une fuite de données, ça peut être très préoccupant. Bien, écoutez, avec votre propos, je partage votre préoccupation, tant et si bien que je peux même vous faire également état d'un projet qu'on a mené très rapidement. Vous vous souviendrez là, des caméras de circulation, des caméras tout court qui étaient chinoises. Alors, on est allé tout de suite chercher le financement chez nous pour effectuer les travaux de remplacement. Donc, quand vous me parlez de ce genre de trucs, là, c'est sûr que je vais rester à l'affût puis je vais intervenir très rapidement. Oui, les caméras chinoises, nous aussi, on les a retirées de nos bureaux.
Mais là, on parle, c'est un autre niveau, là, les documents. Je vais vous poser une autre question sur un autre outil. Je ne sais pas si c'est utilisé, en fait, par le tribunal administratif du logement, mais je sais qu'il l'a financé, l'outil du JusticeBot. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Et donc, ça a été financé, je pense que c'est 200 000 qui a été mis par le gouvernement dans le projet, ou peut-être un petit peu plus que 200 000. Est-ce que, c'est ça, 200 000. Est-ce que, c'est ça, est-ce qu'il y a eu dans le fond, un retour? Parce que ça, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour des conseils juridiques, c'est ce que je comprends en lisant le document. Est-ce que c'est bien ça qu'on a financé? Moi, je vous dirais que le TAL n'a pas financé cet outil-là, d'une part. Il appartient à une université et, à ma connaissance, il n'est plus accessible à même le portail du TAL déjà de toute façon. Il n'est pas accessible à partir du portail du TAL. OK, mais quand on est sur le projet, le logo du TAL apparaît. Donc, on a comme l'impression que le TAL, en fait, il y a eu quand même 200 000 du gouvernement là, qui a été mis. Là. Ça, c'est sûr. Il y a eu 200 000 du gouvernement en recherche. Fait que présentement, c'est ça. Le TAL, ce que je comprends, n'est pas associé ni de près ni de loin à cet outil-là. J'ai personnellement fait désactiver, après discussion avec mes équipes, le JusticeBot parce qu'il n'était pas à jour et je n'étais pas satisfait de l'information qu'il livrait. OK, parfait. Donc, présentement, on ne s'enligne pas pour pousser davantage l'intelligence artificielle dans ce type Oui, bien, allez-y, vous avez l'air... Ça, c'est une autre question. OK. La réponse, c'est que oui, on est préoccupé par l'intelligence artificielle et son utilisation, et on mène actuellement à l'interne des projets, notamment pour venir baisser la pression, justement, au niveau du téléphone, au niveau du courriel, au niveau de la correspondance. Mais jusqu'à présent, encore une fois, nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Alors, il n'est pas en ligne, mais il est testé à l'interne. On a plusieurs outils qu'on a testés. Il y en a quelques-uns qui semblent plus performants que d'autres, mais je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire que le TAL va annoncer un projet d'intelligence artificielle dans les prochains jours. On n'est vraiment pas rendu là. OK. Donc, on ne prévoit pas s'en servir pour la rédaction du jugement? Du tout. Du tout. On est plus dans le service à la clientèle. Quand on regarde effectivement les chiffres, les derniers chiffres, c'est quand même préoccupant. Quand on regarde, c'est ça qu'on est rendu à 12 mois pour une première audience. C'est ça, le délai d'attente. En tout cas, dans les cahiers de crédit que vous nous avez remis, là, le délai moyen pour une première audience, c'est 12 mois. Dans un article de l'automne dernier, on parlait de 9 mois, mais dans les cahiers de crédit, là, on était à 12 mois. Est-ce que c'est une erreur des cahiers de crédit? Vous avez l'air surpris par le chiffre. Parce que ce n'est pas le délai de toute cause confondue. Alors, pardon? Ce n'est pas le délai général de l'ensemble des causes. Non, pour une première audience de fixation. Je vais juste... Fixation, oui. Si vous me permettez, juste un petit retour en arrière. C'est qu'actuellement, on fait la migration également, là, dans les prochains mois, de notre système d'appel. Notre centre d'appel. Vous savez qu'on reçoit 1 200 000 appels par année. Et on a pris justement la voie d'utiliser un système qui est dans le CAG, mais qui va nous permettre à terme d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas un non catégorique, bien au contraire. C'est juste qu'on n'est pas rendu là. Par rapport à nos délais, actuellement, toutes causes confondues, au 31 mars 2026, ça, ce n'était pas dans les crédits. Alors, le scoop, c'est 4,3 mois. Mais ce dont vous parlez, c'est la fixation de loyer, qui a une différence de 87 jours par rapport à l'an passé. Oui, mais quand on est rendu à 12 mois pour fixer, comme première audience pour fixer le loyer, ça commence à être long, là, on s'entend. 1 an plus tard, les gens sont peut-être rendus bien ailleurs. Il faut être prudent quand même. Quand on fait l'analyse, peu importe la date à laquelle on l'a fait, c'est une photo du moment présent. Et le délai, il est aussi tributaire de ce que les utilisateurs nous emmènent à avoir comme démarche. Alors, il y a plusieurs dossiers, notamment en fixation de loyer, ça s'y prête davantage, qui sont ce qu'on appelle des groupes. Donc, il y a plusieurs centaines de dossiers qui, de par leur nature, sont peut-être plus complexes ou ont plus d'intervenants, qui, eux, souvent, vont avoir un effet très important sur le délai général de l'ensemble des causes. Et pour vous dire, ne serait-ce que par rapport à la fixation de loyer, si on enlève là, les groupes de fixation, là, les grands groupes, je pense que le délai est réduit de quelque chose comme... c'est 3,2 mois notre délai. Voyez-vous, le 4,3 passe à 3,2. Merci. Alors, uniquement quand on enlève les grands groupes.
Alors, il faut être prudent dans la photo que l'on prend. OK. Merci beaucoup. Je vais compléter, il me reste moins d'une minute. Juste revenir sur le FAC, Madame la ministre. Je voudrais juste vous mentionner qu'on a fait faire une analyse du FAC par, dans le fond, l'intelligence artificielle, on en parlait. Et ce qu'il nous a dit, l'intelligence artificielle, c'est qu'il pense qu'il y a une faiblesse structurelle importante dans l'approche quand on le compare du FAC, quand on le compare à Axélogie, que Axélogie ciblait davantage la capacité réelle de payer, alors que le FAC, lui, repose beaucoup plus sur une logique de marché. C'est pas moi qui le dis, c'est l'intelligence artificielle juste en regardant. Et je voudrais aussi mentionner que plus tôt, vous avez mentionné que l'intermédiaire pouvait y avoir des PSL, mais c'est pas le cas parce que les loyers sont trop élevés pour se qualifier pour des PSL, notamment à Montréal et à Laval. Donc, dans ces projets-là, il peut pas, à 1648, ça se qualifie pas pour avoir un PSL. Vous savez très bien, Madame la députée, qu'il faut faire très attention avec ce qu'on lit sur l'intelligence artificielle. Ben, je trouve que c'est quand même une observation assez adéquate qu'il a fait. Ça, c'est votre prétention, c'est certainement pas la mienne avec tous les chiffres dont je vous ai fait part aujourd'hui. Le FAC est concluant et on va continuer avec ce programme-là. Merci. Donc, on est bien content des réalisations. Le bloc est terminé.